Mesdames, Messieurs, ce sera un mot d'ouverture de cette conférence, cette double conférence qui est pour nous tous pénalistes de la maison et pénalistes venus d'ailleurs un très grand plaisir. L'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, le centre de recherche qui organise cette manifestation scientifique, s'intéressant à des sujets anciens, nourris par des générations de réflexions de pénalistes qu'aux enjeux les plus actuels. Tradition et modernité, ça pourrait être la devise du soir. En juin dernier, nous avions accueilli des centaines de participants venus du monde entier pour le grand colloque du centenaire de l'Association internationale de droit pénal. Quelle tradition que ce centenaire, et le thème était l'intelligence artificielle, vous voyez, tradition, modernité. L'affaire des viols de Mazan a donné lieu à 2 séries de tables rondes avec des débats passionnants entre universitaires, magistrats, avocats, suivis par de très nombreux praticiens et étudiants. Parfois, nous proposons aussi, par ce centre de recherche, des cycles de conférences, alors peut-être plus approfondis, avec plusieurs réunions, 7, 8 dans l'année, où nous pouvons nous retrouver, et qui sont également très porteurs d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique. Alors dernièrement sur la liberté d'expression ou encore sur les défis juridiques et pratiques auxquels est confrontée la Direction nationale de la police judiciaire. Nous allons vraiment dans tous les horizons du droit pénal et des sciences criminelles. Alors nous sommes encore une fois au cœur de l'actualité. Notre institut est très heureux d'organiser cette réflexion sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en cours de discussion parlementaire, puisque donc elle fut adoptée par l'Assemblée nationale, vous le savez, le 28 janvier, et donc désormais soumise au Sénat. Elle fait également suite à des arrêts remarqués rendus il y a un an par la Cour d'appel de Poitiers. Vous en reparlerez longuement et avec précision. Je remercie vivement mes collègues Charlotte Dubois et Carole Ardouin-Le Goff pour l'organisation de cette conférence. Je remercie très sincèrement tous les intervenants qui sont venus vraiment pour enrichir ce dialogue avec l'université et qui sont aussi venus tout spécialement pour vous, étudiants, pour avoir ce partage avec vous, cet enrichissement mutuel, et puis également pour vous alerter sur des sujets qui les concernent, qui les passionnent, sur lesquels ils travaillent et sur lesquels ils sont heureux, je le sais, que les juristes de demain, les juristes actuels, bien sûr, que vous êtes déjà, mais les responsables de demain soient tout à fait conscients et informés. Alors on va partager évidemment des réflexions, des convictions, mais peut-être, et c'est tout le charme de l'université, des hésitations, des oppositions, des contradictions sur cette proposition de loi. Et d'avance, nous nous en réjouissons. On ne peut commencer à aborder un tel sujet sans mesurer, ou du moins sans souligner, les ravages humains que provoquent certains comportements, ceux visés par cette proposition de loi, qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui sont si profonds. Mais ensuite, les juristes sont là pour discuter des questions juridiques. Or, bien sûr, vous examinerez avec attention la formulation actuellement retenue à l'article 3 de la proposition de loi sur ce qui pourrait devenir l'article 222-14-3-1 du Code pénal. J'imagine que ce sera même le sujet principal tout au long de cette soirée. Sans doute pas le seul. Et évidemment, tout juriste se pose une question, mais tous ceux qui discutent de cette proposition de loi se la posent autant que nous. Peut-on recouvrir tous les comportements que l'on souhaite rendre répréhensibles tout en respectant les exigences à valeur constitutionnelle du principe de l'égalité? C'est un défi qui n'a rien d'impossible, mais qui n'est pas pour autant facile. D'où tout l'intérêt aussi de ces discussions à l'université. Le contrôle coercitif serait aussi intégré dans des dispositions du Code civil, et au-delà de cette incrimination pourront aussi être relevés au cours de cette soirée d'autres sujets compris dans cette proposition, l'extension de la prescription glissante au-delà des infractions subies par les mineurs, de nouvelles circonstances aggravantes pour le viol, la prolongation de la garde à vue pour certains crimes. Le texte est suffisamment riche pour que les réflexions puissent aller dans plusieurs directions. Beaucoup de questions, bientôt beaucoup de réponses, assurées, plus réservées, peu importe, mais toujours appuyées sur des expériences et des réflexions que nous sommes très heureux de réunir ce soir.
Merci beaucoup au professeur Verny pour ces premiers mots qui effectivement nous donnent encore plus envie d'assister à cette conférence. Alors le contrôle coercitif, c'est un nouveau concept psychosocial. Est-ce qu'il est appelé à devenir aussi un concept, une notion juridique? C'est aussi la question qu'on va se poser ce soir. Il est importé d'outre-Atlantique et il me semble que ça commence à se décanter à son sujet au début des années 90. Maintenant, nos invités me corrigeront sans doute sur ces données et sur cette date. La question donc suppose dans un premier temps, selon nous, de nous immerger dans cette notion psychosociale avant de devenir juridique, et peut-être ne le sera-t-elle jamais, nous verrons. Donc on va raisonner en deux temps ce soir, à l'occasion de différentes tables rondes. Un premier thème qui nous a semblé essentiel avec le professeur Charlotte Dubois, consiste à comprendre le contrôle coercitif. Alors c'est un défi que je lance à nos trois premiers invités. Et puis dans un deuxième temps, le second thème de réflexion sera la question de savoir s'il convient de consacrer le contrôle coercitif en droit positif. Alors, pour commencer avec ce premier thème, j'ouvre donc la première table ronde qui s'intitule « Les manifestations du contrôle coercitif ». Et j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table trois personnes qui sont de véritables experts en la matière. Tout d'abord, Madame Isabelle Dréan-Rivette, je serais ravie de vous accueillir à mes côtés. Vous êtes présidente de la commission recherche-auteur du Comité national des violences intrafamiliales, magistrate, anciennement avocate, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont un qui m'interpelle, c'est De la criminologie en Amérique. Et puis, vous avez aussi travaillé au sein d'un cabinet ministériel il y a encore peu de temps. Donc, on est vraiment ravis de vous entendre. Et vous étiez là aussi pour le centenaire. Donc, vous suivez un peu les travaux de l'Institut de criminologie. Merci beaucoup d'être là ce soir. Également, à vos côtés, Madame Andrea Gruev-Vintila. Je vous appelle également à bien vouloir me rejoindre. Vous êtes maîtresse de conférence HDR en psychologie sociale à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes autrice d'un ouvrage de référence qui s'intitule « Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale, des avancées scientifiques aux avancées juridiques ». C'est aux éditions Duno. Merci beaucoup, Madame Gruev-Vintila, d'avoir bien voulu nous rejoindre ce soir à Assas. Merci. Et puis enfin, le regard d'un avocat, membre qui plus est du Grévio, maître Guillaume Barbe également, si vous voulez bien nous rejoindre. Donc j'ouvre la première table ronde sur les manifestations du contrôle coercitif. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais juste que Madame Dréan-Rivette nous explique un tout petit peu ce que c'est que cette commission recherche-auteur du Comité national, qui appartient au Comité national des violences intrafamiliales, que vous présidez, en quelques mots. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation. Le Comité national des violences intrafamiliales a été créé par le docteur Marie-Pierre Glaviano-Secaldi en 2020 dans la suite du Grenelle. Il a d'ailleurs été ouvert par Madame Marlène Schiappa. C'est une instance... alors, Madame Glaviano-Secaldi est par ailleurs vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins. Donc il y a cette tonalité-là derrière. Et il y a trois commissions. Une commission dénommée Violences faites aux femmes pour essayer de réfléchir toujours en permanence sur le sujet. Une commission Violences faites aux mineurs. Et la troisième commission que j'ai l'honneur de présider, qui est consacrée à la recherche nationale et internationale sur les auteurs de violences intrafamiliales que je préside depuis 2020, sauf à l'exception, vous l'avez évoqué, de ma période en cabinet où j'ai souhaité me mettre à distance. Voilà, elle est composée ce qui nous caractérise,
Verny, c'est vraiment une pluridisciplinarité et une pluriprofessionnalité. Il y a des représentants de l'HAS, de médecins. On a la chance d'avoir un gendarme avec en la personne du colonel Bièvre, qui est le président le directeur du centre régional de gendarmerie nationale, des avocats, des policières, des professeurs de droit et de psychologie sociale. Madame Vintila en fait partie, des conseillers d'insertion et de probation, et puis des chercheurs de l'université de West of Scotland, avec un travailleur social comme d'ailleurs Feu et Evan Stark, et nous avions d'ailleurs ensemble fait une délégation en Écosse pour comprendre effectivement et s'immerger véritablement dans le pays qui est souvent présenté comme le modèle en matière de contrôle coercitif, puisque ça existe depuis le Domestic Abuse Act de 2017. On travaille également avec le Québec, avec Karine Barrette, qui est une avocate qui porte beaucoup le contrôle coercitif, y compris au niveau parlementaire, Pauline Letron, Céline Rossini, et également la Belgique avec Agathe Villaume et Marie Denis. Voilà. Donc il y a une dimension vraiment nationale et internationale avec des outils très concrets et très pratico-pratiques qui sont présentés. On a fait des mémos guides à partir d'outils et d'outils actuariels, notamment canadiens. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Quelle définition donneriez-vous du contrôle coercitif? Voilà, il ne va pas par quatre chemins. Maître Barbe. Oui, alors, il y a plusieurs définitions, mais finalement, elles disent toutes la même chose. C'est un répertoire de comportements de contrôle et de coercition utilisé par un individu contre une personne dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et ou de la priver de sa liberté d'action. Voilà. La définition, c'est ça. C'est un continuum d'actions, de comportements qui, pris isolément, ne sont pas significatifs, mais pris ensemble, permettent de définir un comportement de coercition. C'est ça la définition du contrôle coercitif. Aujourd'hui, dans les textes répressifs, on a la violence, le harcèlement et la menace. Et la répression des violences conjugales, elle s'exprime sur ces trois fondements-là. Pour autant, et c'est intéressant, la définition du contrôle coercitif telle qu'on l'a a permis, en l'utilisant comme définition juridique, de qualifier les infractions déjà existantes. Et ça ouvre notre débat juridique, c'est-à-dire est-ce qu'une définition en tant que telle qui permet de qualifier est suffisante, ou est-ce qu'il faut ajouter dans la loi un nouveau texte pour être sûr de réprimer? Merci beaucoup. Effectivement, on entend le mot continuum qui semble être une des clés pour comprendre la notion. On y reviendra peut-être un petit peu après. Madame Dréon-Rivette, est-ce que vous vous alignez sur ces définitions ou est-ce que vous voulez les préciser? Je ne peux que m'aligner sur ces éléments d'explication. Je constate qu'en fait, on a commencé à parler beaucoup de contrôle coercitif, mais qu'on n'a pas donné une image finalement peut-être très concrète. J'aime bien cette expression qui consiste à dire effectivement le contrôle coercitif. Ça me fait penser à quand je siégeais en correctionnel, ces collègues à côté de moi, mais pourquoi vous n'êtes pas parti? La question, c'est pas pourquoi la victime n'est pas partie. La question, c'est comment l'auteur a fait pour qu'elle reste. Le contrôle coercitif, c'est ça en fait. C'est le comment. Moi, je me garderais bien de donner une définition juridique parce que je suis une représentante du pouvoir judiciaire et qu'il ne m'appartient pas de définir des incriminations, puisque là, si on est quand même dans une enceinte de droit, donc c'est bien d'une incrimination dont on parle, hein, donc c'est-à-dire définir à un moment donné, puisque c'est ça l'enjeu du débat, définir à un moment donné un comportement qui est déterminé comme une incrimination et pour lequel il faut des éléments constitutifs, d'une part, éléments matériels, éléments intentionnels, et des éléments de peine. Voilà. Donc, effectivement, Maître Barbe a raison, mais Professeur Gruevintila a raison. Et il y a l'idée, c'est effectivement de continuer à réfléchir. C'est ce que nous invitait à faire M. Verny, d'ailleurs, hein, dire qu'il va avoir des questions, qu'il va avoir des interrogations, qu'il va avoir des hésitations, qu'il va avoir des... Et c'est ça aussi tout l'enjeu de notre soirée. Merci beaucoup, Madame Vintila, pour ces éléments qui nous éclairent sur la notion de continuum. Bon, si on essaie un petit peu de vulgariser la notion, est-ce que
l'auteur d'un contrôle coercitif, c'est ce qu'on appellerait un tyran domestique ou un pervers narcissique, pour reprendre des mots un peu à la mode pour les profanes que nous sommes juristes. Alors, est-ce qu'on peut assimiler ce que nous représentons quand on pense à pervers narcissique ou tyran domestique avec l'auteur d'un contrôle coercitif? Alors, je vous donne la parole, maître, ainsi que vous, madame Dréan-Vivat. Qui veut... Je voulais juste me permettre de rebondir sur Continuum. Alors, moi, je suis très plus basico-basique. On a la chance d'être aussi sous l'égide de ce que j'ai cru comprendre du club des juristes. Donc, c'est voir les choses sous le prisme du droit. Juriste je suis, juriste je reste. Continuum, les termes sont très... Enfin, moi, les juristes sont attachés à l'étymologie des mots. Continuum, ça vient de continuare, qui veut dire prolonger sans interruption. Le contrôle coercitif, il traverse tout le champ social, disait le professeur Guevintila, il traverse tout notre droit pénal, notre droit civil. Concrètement, c'est ça. Ça veut dire que dès le stade des poursuites, au niveau de l'enquête, et là, il y a Benjamin Alla, je parle sous votre contrôle, monsieur le procureur général, qui était du ressort de votre ancienne cour d'appel de Poitiers, montre à quel point, dès la recherche des preuves, et notamment aussi le colonel Nani du groupement de Lyon, a montré comment les officiers de police judiciaire pouvaient déjà changer leur pratique sur le terrain pour aller chercher des preuves qu'ils ne cherchaient pas forcément auparavant. Benjamin Alla nous dit à quel point il a des poursuites maintenant qui sont différentes. Il nous dit très bien dans un article, avant, si elle retirait sa plainte, c'était classement sans suite. Maintenant, parce qu'elle retire sa plainte, je me dis, je vais aller chercher autre chose. Vous voyez, c'est inverser le regard. Ça traverse évidemment en correctionnel, ça traverse, moi j'étais juge de l'application des peines, ça vous interroge, ce contrôle coercitif, il vous interroge sur les incidents en détention, sur des appels téléphoniques en urgence d'intervenants sociaux en gendarmerie en disant l'emprise ou le contrôle coercitif, ça dépend comment on est acculturé, se poursuit, etc., etc. C'est des lettres qui sont interpellées depuis la détention où monsieur fait une demande d'aménagement de peine où il coche toutes les cases, mais en même temps il y a une interception de lettres où c'est marqué je vais trucider à l'acide, etc. Et là, voilà. Vous voyez, donc ça traverse tout ça et ça traverse évidemment aussi le champ civil, puisqu'il y a mais on reviendra tout à l'heure, je pense, sur ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste du physique, c'est aussi, ça se passe pendant une vie commune, mais ça se poursuit après, et là, ça touche tout le champ civil. Donc c'est ça, en fait, c'est que ça traverse toute notre société, mais ça traverse tous nos droits civils, nos droits pénaux, et également, c'est tout l'objet, finalement, des pôles vifs, des pôles violence intrafamiliale, qui veut penser cette transversalité, cette globalité, cette sans interruption, justement, pour reprendre le terme de continuare. Merci. Donc j'en reviens à vous, maître Barbe. Est-ce que effectivement ce tyran domestique, ce pervers narcissique, c'est fatalement un auteur de contrôle coercitif? Alors, en fait, je crois qu'on s'en moque et on change de focale justement avec cette notion de contrôle coercitif. Et ça nous intéresse plus de savoir si c'est un tyran domestique. Ce qui n'est pas une infraction en soi, ce qui n'est peut-être pas très grave, désagréable mais pas très grave, alors que là, ce qu'on essaye, c'est d'objectiver des comportements. On est face à une violence qui est massive, qu'on a le plus grand mal à réduire dans la société, et on est tous très ennuyés, tous les professionnels, très ennuyés face à une situation qui est totalement immaîtrisée. Et donc, face à cela, on essaye de trouver des outils. Et ce nouvel outil, ou cet outil déjà ancien appliqué, ce nouvel outil permet de mieux qualifier des comportements qui passaient à travers la raquette auparavant. Et donc, ce que disait Isabelle sur l'officier de police, sur l'officier de police judiciaire, le juge, l'avocat, qui est aussi le premier réceptacle de temps en temps de la violence. Ce qu'on essaye, c'est de qualifier et, en qualifiant, d'essayer d'obtenir la décision qui soit une décision de protection, si c'est une ordonnance de protection, de la victime de violence, sans se tromper et sans faire en sorte que tout ça passe à travers le filtre ou de la répression ou de la protection. Et donc, savoir comment qualifier l'auteur, on s'en moque un peu. Et c'était le problème de l'emprise, justement, qui est, elle, dans la loi, puisqu'il y a 3 textes de loi aujourd'hui qui
font référence à l'emprise alors qu'aucun ne fait référence au contrôle coercitif. C'est-à-dire que l'emprise, on regardait le comportement de la victime, alors que le contrôle coercitif, on regarde le comportement de l'auteur et on doit qualifier le comportement de l'auteur sur ses actes véritables dans le quotidien avec sa victime qui est une femme. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose sur ces mots qui sont quand même, qui sont quand même un peu galvaudés, de pervers narcissique ou de tyran domestique par rapport à notre question. Oui, mais c'est important de le dire parce que c'est souvent le réflexe premier que vous entendez dès qu'on parle de ça. Donc effectivement, encore une fois, sous le prisme du droit, tyran domestique, pour moi, ça reste du vocabulaire classique. Pervers narcissique, c'est, sauf erreur de ma part, plutôt du vocabulaire psychanalytique. Et là, je rebondis sur ce que dit Guillaume, c'est-à-dire cette notion d'emprise. Moi, juge, magistrat, juriste, je ne sais pas ce que c'est que l'emprise. Je sais, en tout cas, en plus, il y a une déviation parce qu'on parle de pervers narcissique, sauf erreur de ma part, enfin en tout cas dans mes études de psychocriminaux, c'est plutôt la pensée perverse de Paul Racamier dont on parlait, donc c'est pas du tout la même chose. Et la notion de contrôle coercitif, là, elle renvoie vers, en tout cas, elle n'existe peut-être pas encore, mais en tout cas, elle est présente de plus en plus dans les décisions judiciaires. Et ça, c'est extrêmement important. Et je rebondirai juste sur un élément, effectivement, que Guillaume commençait à mettre en avant, c'est cette notion de, justement, ce mélange qu'il y a dans l'emprise. J'ai la chance d'avoir autour de moi une artiste qui a fait des capsules qui m'a aidé à faire des capsules vidéo, et en fait l'idée qui commence, c'est ça en fait. Voilà, c'est est-ce que c'est un E de emprise ou est-ce que c'est un CC de contrôle coercitif? Ça dépend comment vous revoyez les choses. Et donc ça c'est intéressant à pouvoir avancer, et c'est aussi l'objet de l'amendement qui a été porté par Madame la députée qui pourra nous évoquer ces éléments. Alors, là encore, je vais essayer de répondre à la question qu'on se pose sur les manifestations du contrôle coercitif. Grâce à vous, on commence à voir un peu plus clair sur la notion. Merci. Mais alors, j'ai envie de me tourner vers vous, maître l'avocat. Quand vous recevez, j'ai envie de dire, une cliente, au regard des statistiques qui viennent de nous être rappelées, quelles sont les manifestations dans les faits qu'elle va vous rapporter qui vous font dire « Ah tiens, il y a du contrôle coercitif ». Vous entendez quoi ? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de déceler, ce qui est difficile à faire, mais comme l'officier de police judiciaire, comme le médecin. Et d'ailleurs, il y avait, je raconte une anecdote, en Suisse, à un moment, il y a une enquête qui a été faite dans les hôpitaux au service d'urgence pour savoir comment étaient accueillies les victimes de violences conjugales. Et si on dit à une victime de violence conjugale « Ah, bonjour madame, vous êtes victime de violence conjugale, donc on va vous prendre en charge », elle dit « Non, non. Moi, je ne suis pas victime de violence conjugale. » En revanche, si on lui pose la question différemment, Madame, 80% des femmes qui arrivent dans cet état-là, etc., sont victimes de violences conjugales. Je suis obligé de vous poser la question. Elle répond oui, je suis victime de violences conjugales. Donc c'est extrêmement difficile d'amener une victime à dire les choses et pour nous, professionnels, à déceler. Et c'est toute la difficulté de la formation qui est extrêmement importante à tout point de vue pour tous les professionnels et d'avoir de la formation, le cas échéant, intersectionnelle. Ce qu'on essaye aussi, c'est d'avoir des clés de lecture qui soient communes. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'un comportement soit qualifié de la même manière par tout le monde. Alors, vous connaissez peut-être les violentomètres ou le violentomètre qui a été inventé à l'origine pour que les jeunes filles comprennent si elles étaient en état d'accepter ce qui se passait ou non. Et on leur disait, je ne sais plus si c'est au Brésil ou au Mexique que ça a été inventé le violentomètre à l'origine, mais pour que les toutes jeunes filles puissent savoir ce qu'elles avaient le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Et on a essayé de décliner un cyber-violentomètre, un violentomètre économique, et je suis en train de réfléchir à un vicariantomètre, ce qui veut dire que toutes ces manifestations peuvent être l'une ou l'autre dans chaque violentomètre orange, rouge, plus c'est grave, picoré par l'auteur, qui de toute façon trouve toujours un moyen d'exercer son contrôle. Et le contrôle, ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être la tenue pour sortir, la tenue à la maison. Ça peut être tout simplement, quand je lève mon verre, tu dois faire ça.
Et elle sait, elle, que quand je lève mon verre, si elle ne fait pas ça, ça va mal se passer. Et donc, c'est toute cette violence-là qu'on doit essayer de déterminer et de qualifier. Et bien évidemment, nous, les professionnels, on voit des choses assez terribles, mais on voit des choses toujours différentes. C'est-à-dire que les auteurs sont extrêmement inventifs et arrivent à se repositionner en permanence en fonction de la réponse de la victime et puis en fonction aussi du juge, le cas échéant, mais c'est encore une autre question. Merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui. Oui, je rebondis sur ce que dit Guillaume et que je partage absolument et qui a été initié déjà par le docteur Vintila tout à l'heure, c'est cette notion de personnalisation. Il nous disait que comment les auteurs inventent en permanence. J'aime bien cette citation d'Émile Garçon, on est quand même dans l'Institut de criminaux de Paris, n'est-ce pas? Le droit criminel n'est pas immobile, il évolue avec les mœurs et les nécessités sociales. Intéressant, les auteurs également. Et cette notion de personnalisation, je l'illustrerai par les trois des arrêts de la Cour d'appel de Poitiers, mais monsieur le procureur général vous en parlera tout à l'heure. C'est cette unité d'intention, parce qu'il y a toujours une unité d'intention derrière une stratégie, un élément vraiment intentionnel de l'auteur, qui va être différente selon les situations. Premier arrêt, ça va être très rapide, hein, mais premier arrêt, l'unité d'intention, c'est dans un article que vous pourrez retrouver à la J pénale. Première unité d'attention, la captation par l'auteur. La captation, elle s'est manifestée comment dans un des arrêts de Poitiers? Par des surveillances multiples avec des traceurs sur un véhicule, par des SMS par centaines, par une géolocalisation, par la présence sous les fenêtres, c'est ce qu'on appelle le stalking, qui est condamnable en droit anglo-saxon, mais pas chez nous. Par des contacts, par le biais d'un site de vente en ligne, CF Vinted, par la publication de photographies intimes. Ça, c'est une capacité. Voilà, ce sont les barreaux les barreaux là qu'on trouvait invisibles. Voilà. Mais il y a d'autres stratégies. Dans un des arrêts, il y avait la stratégie, une unité d'intention qui était celle de la privation. La privation parce que la victime s'était fait approprier tous ses biens, son domicile, son téléphone portable. On lui avait privé de tous ses éléments, ses liens familiaux, de destruction d'objets matériels. Ça, c'est une autre façon de créer une autre cage devant la personne. Et encore, je ne vais pas être trop longue, mais dernière illustration, parce que je trouve que c'est toujours quand même très concret quand même quand on permet de pouvoir nommer les choses. Autre unité d'intention et donc de personnalisation. En même temps, j'ai fait ma thèse sur l'individuation de la peine. Donc forcément, avec Saleil, qui était quand même aussi un contemporain d'Émile Garçon. La autre stratégie d'intention, l'annihilation, qui est faite d'insultes permanentes, d'utilisation de champs lexicaux empreints de la prostitution, du racisme, de la xénophobie. La dame, elle était de mémoire de nationalité étrangère, de restrictions alimentaires, de privation de sommeil. Vous voyez, là, c'était vraiment sur une autre dynamique. Mais finalement, l'unité d'intention et le schéma global de coercition restent le même. Mais il s'adapte de manière différente. D'où la difficulté de pouvoir effectivement l'identifier. Deux exemples anecdotiques, mais ça ne l'est pas justement. J'ai reçu une cliente qui, tout à fait naturellement, à un moment, dit « mais moi, je dors à côté du lit ». Et pourquoi ? Parce que si je dors dans le lit, lui, il dort mal. Et donc, il avait imposé ça systématiquement. Et le deuxième exemple que je voulais donner, c'est un auteur contre lequel une ordonnance de protection a été prononcée. Et le moyen qu'il avait trouvé pour recontacter son épouse, c'était par la plateforme Netflix. C'est-à-dire, je ne le savais pas, je l'ai découvert à ce moment-là. Sur Netflix, en fonction des profils, on peut envoyer des tout petits messages. Et donc, systématiquement, il lui envoyait des petits cœurs, des petits dessins, des petites choses, etc. En soi, c'est rien, ça. Sauf que quand elle ouvrait Netflix, elle était terrorisée. Parce qu'elle savait de quoi il était capable le reste du temps. D'accord, merci pour ces approches concrètes qui viennent illustrer effectivement ce que vous nous avez expliqué d'un point de vue plus théorique en amont. Alors, tout à l'heure, vous nous avez, sur la question que moi j'avais envie de vous poser, parce que c'est celle qui me taraudait depuis longtemps, c'est mais quelle différence y a-t-il avec l'emprise et faudrait-il remplacer la notion d'emprise qui est juridiquement assise aussi bien dans le code pénal que dans le code civil systématiquement par celle de contrôle coercitif. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'emprise, elle met le spot, le focus sur la victime. Le contrôle coercitif mettrait en revanche la lumière sur le comportement de l'auteur.
Soit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut enlever le mot emprise de tout notre droit positif et systématiquement le remplacer par le mot contrôle coercitif? Madame Dréon-Rivette, vous pourriez nous guider sur cela? Je ne sais pas si j'en ai la possibilité. En tout cas, moi, je fais avec effectivement de l'objectif, du concret. Aujourd'hui, code pénal 226-14, c'est mot emprise qui est marqué. Code civil, article 255, c'est emprise qui est marqué. Comme moi, je vous disais que je ne suis pas capable de dire ce qu'était un pervers narcissique, je ne sais pas non plus dire ce que c'est que l'emprise. Mais je pense que Madame la députée pourra beaucoup plus mieux que moi, qui, à la lumière de l'amendement qui a été adopté par son texte le 28 janvier dernier, vise à substituer effectivement le mot emprise à celui de contrôle coercitif. Mais je reviendrai juste sur un point. Le contrôle coercitif, c'est mettre l'accent sur le comportement des auteurs. Et là encore, il y a un lien, me semble-t-il, avec Émile Garçon, qui était quand même le représentant de la Société Générale des Prisons. C'est justement toute cette dimension pénitentiaire qui est quand même extrêmement importante et de mettre ce focus sur le comportement de l'auteur et la façon selon laquelle il enferme, et non pas regarder la personne qui est enfermée, qui effectivement peut paraître... lui, il a une unité d'intention bien précise, stratégique, qui est finalement plus facile à identifier que le comportement d'une victime qui justement est cassée, fracassée, sidérée et peut donner l'impression de déposer une plainte, la retirer, etc. et qui peut se retourner contre elle finalement. D'où l'intérêt de effectivement bien dénommer les choses. Et c'était l'objet, par exemple, et justement, d'où la pénitentiaire. Ça, c'est un article qui date de 2022, mais vous voyez, il y a le mot contrôle coercitif, et c'était un dispositif qui avait été créé à la direction de l'administration pénitentiaire de prise en charge présententielle en matière de violence intrafamiliale. Et alors, je suis assez fière parce qu'il a quand même été publié à l'Ordre des criminologues du Québec, parce que souvent, le poncif, c'est on n'est pas au niveau des Canadiens. Voilà, et pour une fois, c'est les Canadiens qui sont venus nous chercher pour voir ça. Mais voilà, on est aussi, et ça fera aussi, je pense, partie des développements qui seront les nôtres, c'est-à-dire que cet article, il date de 2022, qu'à l'époque, le contrôle coercitif, ça passait, mais je vous imagine même pas, c'était surréaliste, et que nous sommes aujourd'hui en février 2025, et nous parlons de ça. Voilà. Félicitations pour l'image de la France outre-Atlantique, Madame Dréon-Rivette, formidable. Alors, vous vouliez reprendre la parole sur ce point? Oui, ce que dit Isabelle est intéressant, puisque l'intérêt du contrôle coercitif, c'est que c'est un outil plus efficace que l'emprise. C'est-à-dire qu'avec l'emprise, on arrive difficilement à qualifier, à décrire, à démontrer, et donc à protéger, puisque ce qu'on va essayer de faire, c'est protéger, faire de la prévention, faire de la prévention, protéger, 3 réprimer, et tout ça dans un cadre qui est cohérent entre les juridictions, les parquets et les pouvoirs publics. Et le contrôle coercitif, il permet ça. L'emprise, on l'a finalement vu, l'emprise ne le permet pas, puisque les 3 endroits où elle est dans la loi n'ont pas suffi à ce que ce soit bien utilisé, et les juristes que nous sommes étaient très ennuyés pour qualifier des comportements par rapport à l'emprise. C'était soit jamais suffisant, soit ça ne recouvrait pas la réalité d'une situation. Et donc là, on est dans un outil qui est beaucoup plus efficace et qui recouvre ce que j'appellerais les 4 piliers de la Convention d'Istanbul. Alors, dernière question très courte, parce qu'on va laisser la parole aux intervenants de la deuxième table ronde. Juste pour vous, Madame Dréon-Rivette, je voudrais juste savoir si on pourrait utiliser une sorte de grille de lecture à destination des magistrats pour qu'ils identifient mieux, qu'ils qualifient mieux le contrôle coercitif. Alors, est-ce qu'ils pourraient cocher des cases, ils comptent, et puis à la fin, il y a autant si, ok, je suis dans un contrôle coercitif, donc ça m'aide, moi, en tant que magistrat, parce que pour un magistrat, c'est pas évident non plus de cerner cette notion, ou alors faut vraiment une formation de plusieurs heures. Oui. Je reviens juste sur un point, je fais très très rapide.
la difficulté d'appréhender le contrôle coercitif, c'est que ça porte en lui-même un changement de paradigme. Moi, je l'ai vécu en 2019 dans des groupes ministériels. On appelait ça d'ailleurs les Grenelles des violences conjugales. Et en 2023 a été rendu le rapport rouge vif, violence intrafamiliale. Le passage, il est le suivant. Violence conjugale, on pensait que c'était 2 adultes qui se frappaient, et des violences physiques. On a compris que les violences intrafamiliales, ce sont des violences numériques, administratives, économiques, vestimentaires, etc., au centre desquelles se trouvent les enfants, qui deviennent, on est juriste, des armes par destination dans le cadre d'une procédure de divorce. Je rebondis sur la question qui était la vôtre avec ce qu'il faut faire vite. Ça serait bien hein, si on avait un outil, ça faciliterait les choses, mais je vous mentirais, je pense, si je vous disais il suffisait de faire des outillés, évidemment, ça peut aider dans ce contrôle judiciaire et placement probatoire. Il y avait une checklist qui était faite avec facteur de risque, facteur de protection, etc., tous les éléments criminologiques. Former, c'est utile pour sensibiliser, bien évidemment, de donner des noms, de poser ce que c'est qu'une emprise, de poser ce que c'est un contrôle coercitif, etc. Mais le plus important, c'est justement accompagner ce changement de paradigme avec une acculturation. Parce que justement, on retrouve cette notion de continuum. Ça veut dire que vous, un officier de police judiciaire, il enquête différemment. Un procureur de la République, il poursuit, il organise ses poursuites de manière différente. Un président de correctionnel, il va être attentif à un certain nombre de choses. Également, le juge d'application des peines que j'évoquais, pareil. Donc en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut du temps pour pouvoir s'approprier une situation et non plus traiter un dossier. Et ça, c'est fondamental en fait. Et ça, ça se prend pas avec des... enfin, me semble-t-il en tout cas. Et c'est de pouvoir analyser, accompagner, acculturer. Alors, il y a quand même un très grand nombre de magistrats grâce au modèle qui a été... au procureur Corbeau et à ma collègue Gwenola Jolikos qui ont vraiment montré la démarche avec en plus des décisions extrêmement pragmatiques comme je vous l'évoquais là. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment une acculturation. Alors, on va clore cette première table ronde. Un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup. Je donne donc la parole à ma collègue et amie Charlotte Dubois qui va questionner le procureur général Corbeau. Alors, deuxième thème, consacrer le contrôle coercitif avec un point d'interrogation. Alors, pour commencer ce thème, nous sommes ravis d'accueillir le procureur général Éric Corbeau, qui est actuellement à la Cour d'appel de Bordeaux, mais qui était par le passé à la Cour d'appel de Poitiers, où ont été rendus ces fameux arrêts qui ont, alors Isabelle Dréan-Rivette l'a dit, ouvert la voie de la consécration de contrôle coercitif et qui ont fait des petits, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la juridiction à Douai, qui a repris le contrôle coercitif. Et donc, merci beaucoup, monsieur le procureur général, d'être ici ce soir pour nous faire part de cette expérience au sein de la Cour d'appel de Poitiers. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir dégagé cette notion de contrôle coercitif ? Alors, je crois que la magistrate du siège, Madame Jolikos, avait parlé d'une conversation des juges où elle invitait les juges à se saisir justement de cette notion. Merci de m'avoir invité. Je suis très ému d'être ici puisque j'étais à votre place il y a 35 ans, donc c'est absolument émouvant d'être de l'autre côté aujourd'hui. Pourquoi ? Je suis un magistrat depuis 35 ans. J'ai été procureur de la République et déjà à l'époque à Pontoise, lorsque j'étais procureur de la République du Val d'Oise, avec la présidente du tribunal qui était aussi Gwenola Jolikos, nous avions déjà développé à l'époque des politiques judiciaires de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avions par exemple porté la réforme du bracelet anti-rapprochement. Donc on avait un passif et en tout cas un intérêt majeur
pour le sujet. Pourquoi un intérêt majeur? Parce que nous estimons que lorsque l'on constate que 271 000 femmes ont poussé la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat l'année dernière, 271 000, quand on imagine que 120 à 140 femmes sont tuées tous les ans par leur conjoint ou leur ex-conjoint, qu'environ une vingtaine d'enfants sont également tués dans un contexte de violence conjugale, qu'une dizaine de mères se suicident avec leurs enfants au cours d'une année, et qu'environ les associations estiment à 600 à 900 le nombre de suicides forcés liés à des violences conjugales, on est à plus de 1000 morts. Donc on est bien là dans une question juridique, dans une question sociale, mais on est dans une question quasiment de santé publique quand même. C'est des centaines de milliers de personnes, parce que 271 000 femmes, ça fait autant d'enfants, de familles, de parents qui récupèrent leurs filles avec les gamins sous le bras parce qu'elles ont fui le domicile conjugal. C'est des centaines de milliers de personnes dans notre pays tous les ans qui sont touchées à un titre ou à un autre par la question des violences faites aux femmes. Et je parle essentiellement, et j'emploie volontairement la notion de violence faite aux femmes. C'est peut-être pas politiquement correct, mais j'ose le faire même de ma place, et je l'assume. Donc on est dans cette situation-là. Et nous, magistrats, que nous sommes et que nous étions, nous estimons, dans notre conception de notre mission de magistrat, qui est celle de représentant et de praticien de l'autorité judiciaire, on ne se mélange pas, bien sûr, avec les autres pouvoirs, hein, et on ne veut pas du tout prendre le pas sur un autre des pouvoirs, et notamment le législateur que vous représentez, Madame la députée. Bien entendu, c'est juste que les magistrats sont là pour traiter des dossiers, sont traités de la casuistique, on traite des dossiers individuels, mais on ne peut pas être, quand on est magistrat, exclu du monde, exclu de la société, exclu de la cité, exclu des innovations, exclu de la recherche, s'exclure de cette puissante recherche et innovation qui se crée en matière de violences faites aux femmes. On est au milieu de ce concept et on est pétri de toute cette recherche et de cette connaissance. Et comme on le disait, il y a 15 ans, on s'est pris dans la figure, nous magistrats, l'emprise. On ne savait pas ce que c'était. On a bossé pendant des années avec la victime agaçante. Elle était agaçante, cette victime. Elle venait main dans la main avec celui qui l'avait tapé dessus. Et elle disait non, mais surtout le condamnez pas parce que je le re-aime. Et puis souvent, elle était enceinte et puis il est très gentil. Mais on ne savait pas faire, donc on renvoyait ça à la médiation pénale. On était des mauvais magistrats. On s'est pris l'emprise dans la figure. L'emprise, elle nous a révélé quelque chose, c'est-à-dire que oui, la victime pouvait venir effectivement main dans la main avec celui qui lui avait commis des violences, mais parce qu'elle était dans une situation psychologique d'emprise que nous avons eu du mal, après, on en a parlé, à déterminer. Il y a 10 ans, on s'est pris dans la figure l'amnésie dissociative. L'amnésie dissociative, c'est quoi? On sait que le cerveau, à un moment donné, confronté à une situation de choc violent ou de violence particulière, il se coupe. C'était l'affaire Flavie Flament, peut-être pour ceux qui s'en souviennent, qui avait révélé avoir été violée lorsqu'elle était très jeune adolescente, et ça lui est ressorti dans sa mémoire lorsqu'elle avait 30 ans. Et c'était aussi la victime agaçante qui nous disait que le papier peint était jaune, alors que dans la chambre où ça s'était passé, le papier peint était bleu. Ben oui, mais si on ne connaissait pas cette notion, on n'était pas des bons magistrats. Et puis, il y a 5 ans, je dirais, grosso modo, nous est apparu, parce qu'on a travaillé, on a lu, on s'est interrogé et intéressé, nous est apparu cette notion de contrôle coercitif, et avec les éléments qui vous ont été expliqués. Et cette notion de contrôle coercitif qui nous repose la question de notre façon d'envisager les situations de violence intrafamiliale et de violence faite aux femmes, en changeant la focale. Là, on ne va plus diriger la focale sur la victime et aller essayer de comprendre pourquoi elle ne bouge pas et ne réagit pas, ça a été dit tout à l'heure. Mais là, on va se remettre à faire notre métier de casuistique, d'étude de cas, en se tournant vers l'auteur, et là, en allant rechercher les preuves de tous les éléments qu'il a additionnés pour constituer la cage qu'expliquait la docteure Gruev-Mantilla tout à l'heure, et pour aller, nous, magistrats, avec les
policiers, gendarmes qui mènent les enquêtes sous notre autorité, aller rechercher tous ces éléments de preuve qui nous expliquent pourquoi elle n'est pas partie, mais pas seulement pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi et comment l'auteur l'a maintenue sous sa domination, son oppression, son contrôle. Donc pour nous, ça a été une révélation intellectuelle de se dire nous avons accès à un nouveau concept. Et on s'est dit, que fait le juge dans ces cas-là? Que fait le magistrat? Le magistrat, il essaye aussi d'adapter sa casuistique avec cette recherche et cette innovation. Ça a été toujours comme ça aussi, hein. Les juges ont été des précurseurs. Souvenons-nous du droit de correction du Code civil de 1804. C'est l'arrêt Boisbeuf au XIXe siècle qui vient dire « Attention, peut-être qu'il y a des limites, qu'on n'a peut-être pas le droit de trop taper. » Hein? Mais c'est un juge qui a dit ça. Souvenons-nous de l'état de nécessité. C'est un juge qui a défini l'état de nécessité. Hein, le fait qu'effectivement, peut-être qu'on pouvait ne pas condamner quelqu'un lorsqu'il avait été conduit par la nécessité à commettre cet acte. Les juges sont là aussi pour faire remonter à la surface sociale un certain nombre de situations. Et c'est ce que nous avons décidé de faire à Poitiers, avec la première présidente, qui était donc Gwenola Jolikos, qui est actuellement, et on ne va pas la plaindre, première présidente à Papette depuis 2 mois. Et moi, procureur général à Bordeaux, c'est pas mal non plus. Mais donc voilà, donc nous avons décidé, parce que nous travaillons ensemble, de mener une politique judiciaire. Une politique judiciaire, c'est-à-dire de travailler ministère public et siège ensemble, en accord et en informant le barreau d'ailleurs, on a toujours travaillé avec les avocats de notre ressort, pour expliquer que nous allions essayer de faire monter en première ligne une jurisprudence qui va mettre en lumière cette notion de contrôle coercitif. Nous avions besoin de cette notion de contrôle coercitif pour expliquer un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de comportements. Donc nous avons porté ça. C'est un travail commun. J'ai choisi des dossiers. Ils ont été évoqués par Mme Rivette tout à l'heure. J'ai choisi des dossiers. Je les ai audiencés à une audience spécifique. Et j'ai requis à cette audience, la reconnaissance du contrôle coercitif, requis la privation des droits humains au sein de la famille, requis les éléments de preuve qui justifiaient qu'on entre en voie de condamnation en adaptant les infractions existantes. On ne touche pas à la loi, on ne fait pas œuvre législative, on ne touche pas à la loi, mais la notion de contrôle coercitif permettant d'expliquer, permettant de contextualiser les faits, comme le disait Maître Barbe, de violence, de harcèlement ou de menaces qui nous étaient soumis. Donc voilà comment on a fait cette jurisprudence qui a été ensuite reprise par les chercheurs et les commentateurs et reprise dans la plupart des revues juridiques et puis qui a infusé, qui a diffusé. On parlait de formation tout à l'heure. J'assure aussi avec Gwenola Jolikos la formation des magistrats sur les concepts en matière de vif à l'école de la magistrature. Lundi, mardi, je forme 200 magistrats à ce sujet et le contrôle coercitif est au cœur de notre formation. Donc voilà. Voilà comment on fait de ce concept, qui est au départ un concept issu de la recherche, on en fait une notion juridique, nous on la traduit jurisprudentiellement, on la diffuse, on forme les magistrats à ce sujet et on espère maintenant qu'on va en retrouver la traduction législative. Donc le concept vient de la doctrine, la jurisprudence s'en est emparée, mais est-ce que ces arrêts de la Cour d'appel de Poitiers, on peut y voir ce qu'on appelle d'un point de vue de source des arrêts de provocation, c'est-à-dire un appel au législateur, un appel peut-être à la députée Josso pour légiférer en écho à la jurisprudence. Est-ce que c'était dans vos aspirations ? Non, pas du tout. Pas du tout dans cet esprit-là, parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est celui que je vous ai expliqué, c'est-à-dire de faire monter des phénomènes systémiques au niveau de la casuistique que nous traitons. Et on est resté là, on n'a pas été beaucoup plus loin, on n'a pas fait des arrêts de principe, comme on pourrait... Ça n'a pas le droit de faire des arrêts de principe. Nous sommes vraiment dans des arrêts qui sont propres à des situations particulières, où bien sûr vous trouvez des motivations qui sont en écho, parce que ça reprend tous les éléments constitutifs du contrôle coercitif, mais qui ont été adaptés à chaque situation, hein, et dans lequel on a repris, moi dans mes réquisitions, puis ensuite la Cour bien sûr dans sa motivation, les éléments de fait très concrets de chaque dossier,
pour retrouver les éléments du contrôle coercitif. Donc effectivement, ce qui a été dit, les SMS, les appels téléphoniques, le traceur, le contrôle des sous-vêtements, le contrôle de la nourriture, le contrôle de la carte bancaire, le contrôle des papiers, l'isolement par rapport à sa famille, l'isolement par rapport à tes amis, parce que tu sais bien que tes amis, ils sont vraiment bêtes, on va plus les voir, donc on va déménager à 500 km, et donc comme ça tu vas être complètement isolé, et puis tu n'iras pas travailler parce que c'est pas la peine, et pourquoi tu t'es habillé comme ça ce matin, et pourquoi tu t'es maquillé, etc., 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 tous les éléments qui constituent ce contrôle coercitif permanent. Donc tout ça, on le retrouve dans les arrêts, qui ne sont pas des arrêts de provocation, qui sont juste des arrêts d'interpellation, je dirais, sur cette notion et son importance pour mieux qualifier les infractions pénales existant dans le Code pénal. Et est-ce que cette qualification, le fait de nommer ce faisceau finalement d'éléments que vous nous avez décrit, est-ce que ça a une portée symbolique ou est-ce que ça se traduit également en termes répressifs dans les affaires que vous avez jugées ? Alors, non, ça a un aspect bien sûr juridique, c'est-à-dire que c'est comment on explique mieux la constitution des infractions pénales pour lesquelles les individus étaient poursuivis, violence, harcèlement, menace. Ça explique mieux, ça les détermine mieux, ça nous permet effectivement d'aller beaucoup plus loin. Nous avions les actes qui constituaient les violences. Il y avait eu effectivement à un moment donné un coup porté, bien entendu. Et puis il y avait des violences psychologiques. Mais on est dans ce continuum-là qu'on peut mieux déterminer, qui permet aussi de mieux caractériser l'infraction commise, qui permet aussi à la Cour de peut-être aller plus loin, et notamment de prendre des décisions en matière d'autorité parentale, parce que là aussi, c'est un élément très fort. Hein. Vous savez que même en matière pénale, le juge peut prendre des décisions en matière d'autorité parentale, et donc ça a été fait par la Cour dans ses arrêts. Hein, à chaque fois, la plupart du temps d'ailleurs, l'autorité parentale a été retirée à l'agresseur, au contrôleur mise en cause. Donc voilà, ça a permis d'aller plus loin, effectivement, sur le plan peut-être de la compréhension du phénomène, de la compréhension de la situation de la victime, de la situation de l'auteur, et puis d'aller plus loin dans la prise de décision. Et est-ce que vous pensez que ça aide aussi à la compréhension par la victime ? Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la victime qui arrive main dans la main avec son agresseur, est-ce que si dans le jugement il y a cette notion de contrôle coercitif, finalement elle s'intègre dans un schéma qui est plus global, elle peut se comparer avec d'autres victimes et comprendre finalement un phénomène dont elle est victime ? Oui, parce que, et d'ailleurs ce qu'il faut voir, c'est que quand même, de manière un peu anarchique, on va dire, on faisait quand même déjà un peu du contrôle coercitif sans le savoir, comme certains font de la prose sans le savoir. Les enquêteurs, lorsqu'ils ont des grilles d'analyse des victimes, un gendarme, etc., ayant des grilles d'analyse, c'est un certain nombre d'éléments. Est-ce que vous avez accès à vos papiers d'identité ? Est-ce que vous avez accès à votre carte bancaire, etc., etc. Ça existait. Le violentomètre dont parlait Guillaume Bam tout à l'heure, c'est déjà quelque chose qui évoque le contrôle coercitif. Est-ce qu'il surveille tes textos, tes mails, tes appels ? Est-ce qu'il contrôle tes sorties, vêtements, maquillage ? Est-ce qu'il est jaloux en permanence ? Est-ce qu'il te rabaisse et se moque de toi en public ? On est déjà dans l'orange un peu rouge là, attention. Donc c'est déjà quelque chose du contrôle coercitif. On faisait déjà donc du contrôle coercitif sans le savoir. Donc voilà, donc c'est pas non plus... mais maintenant on le caractérise mieux, on le conceptualise mieux. Et donc la victime confrontée à ça peut comprendre qu'effectivement elle est dans une situation, et je le rappelle aussi, dans une situation à risque. On a fait un truc à Poitiers, on travaillait beaucoup avec des médecins légistes parce qu'on a beaucoup travaillé sur les notions de psychotrauma et les questions d'incapacité totale de travail. C'est un autre sujet, mais celui-là il faudra que aussi le législateur y travaille à mon avis. Mais avec ces médecins légistes, on a confié 20 ans de féminicide sur le ressort de Poitiers à des médecins légistes qui ont fait des analyses très pointues, très scientifiques sur les éléments qui figurent dans le dossier. Dans la plupart des dossiers, il n'y avait pas de violence, vraiment. Il n'y avait pas de plainte, d'ailleurs. Mais au final, il y avait un féminicide. En revanche, dans tous les cas, il y avait du contrôle coercitif. Dans tous les cas, il y avait du contrôle coercitif. D'accord.
Et alors, vous avez parlé des conséquences civiles, du contrôle coercitif, les rapports avec les enfants, avec l'autorité parentale, etc. Et est-ce que, selon vous, le contrôle coercitif, lorsqu'il est caractérisé dans un dossier, pourrait être un élément pour faciliter le prononcé d'une ordonnance de protection? Oui, et c'est déjà le cas. Il y a déjà des JAF, des juges d'affaires familiales, qui prononcent des ordonnances de protection en motivant par le contrôle coercitif. Dernièrement, d'ailleurs, lorsque je suis arrivé à Bordeaux, un procureur de mon ressort, donc qui est sous mon autorité, est venu me voir en me disant « Regardez, on a prononcé la première ordonnance de protection, vous savez, urgente, immédiate, et le juge a motivé sur le contrôle coercitif. » Donc voilà, on est dedans, là, ça infuse, ça diffuse, ça commence à se traduire, et voilà, et c'est l'importance, vous l'avez dit, de la diffusion de la jurisprudence, de l'intérêt qui porte le législateur avec ses travaux parlementaires très riches qui sont en cours, la recherche qui commente. Enfin, on est là, et on est ici à l'Institut de criminologie, on est là dans quelque chose qui, sur le plan criminologique, est tout à fait passionnant. On a une notion issue de la recherche psychosociale, puis juridique, puis on fait de la jurisprudence, puis le législateur s'en empare, puis la recherche le commente. Ben voilà, il y a une espèce de continuum intellectuel et juridique. Mais celui-ci est vertueux. Et oui, intellectuel et juridique, c'est plutôt vertueux, qui nous fait avancer là-dessus. Donc en matière de criminologie, vous avez un truc un peu emblématique, et c'est plutôt pas mal. Ben, merci beaucoup, monsieur le procureur général. Je vous le dis, pour aller plus loin, vous avez des articles partout, la semaine juridique, l'AJ pénal, l'AJ famille, il y a des articles partout là-dessus. Et puis, je vous le dis, pour être un peu moins sérieux, le L du 24 janvier. Ça vous changera d'idalose. Donc, si vous allez chez votre médecin ou chez votre coiffeur, Angelina Jolie en couverture. Et voilà. Et au milieu, vous avez quand même les chefs de cour de Poitiers. Au milieu du 4 pages dans elle quand même sur le contrôle coercitif. Alors la journaliste a appelé ça l'emprise parce qu'elle n'a pas tout compris. Mais sur le fond, l'article est vraiment pas mal et met en valeur les médecins légistes dont j'ai parlé, met en valeur nos collègues avec qui on a travaillé. Donc voilà, je vous le conseille. Merci beaucoup. Alors, on va faire revenir Monsieur Guillaume Barbe pour l'intervention suivante. On abuse de votre présence, maître. Prenez la bouteille, gardez la bouteille. Oui, je reste là. Allez-y. Non. Je cède mon micro. Je suis interrogée par toi. Bien. Maître Barbe, vous êtes très sollicité. Vous revenez. Pardon ? C'est 10 minutes. Dans 10 minutes, ça vous va ? Mais sinon, on est en échange. D'accord, bon, ça on échange. D'accord. Vous reviendrez une troisième fois. Alors, petite interversion de programme, et on va tout de suite accueillir Madame la députée Sandrine Josso pour parler de quel avenir pour le contrôle coercitif dans la loi. Vous pouvez vous mettre entre nous deux. Hop. Venez ici, Madame la députée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Madame la députée, merci infiniment de votre présence parmi nous ce soir, parce que vous êtes à l'origine, avec d'autres députés, vous avez porté un amendement déposé en janvier dernier, justement pour voir consacrer dans la loi le contrôle coercitif, amendement qui a été voté en première lecture, ça a été rappelé par le professeur Édouard Verny dans les propos introductifs, donc merci infiniment de votre présence ce soir. Alors, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est pourquoi avez-vous souhaité vous emparer de cette question de contrôle coercitif? Bonsoir, merci, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cet événement et vous dire ô combien je vous remercie pour votre flexibilité, comme ça je vais être zen pour la suite.
Alors, pour répondre à votre question, on est tous, toute la société, on est sensibilisés à différentes formes de violence. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué le Grenelle, des violences intrafamiliales, enfin, précisément des violences faites aux femmes, c'est ça ? C'était ça à la base. Et après, avec donc un rapport gouvernemental qui a été initié par une de mes collègues députées, donc Émilie Chandler, et une sénatrice, Dominique Verrien, sur un rapport qui est intitulé « Rouge vif », donc les violences intrafamiliales. Et dans ce rapport, en fait, pour la première fois, j'ai entendu parler du contrôle coercitif, parce que ses collègues sont venus le présenter à la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale. Donc, c'était très clair, en fait. À partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il va falloir qu'on ait une réflexion sur comment, finalement, faire se croiser toutes ces sciences sociales et puis nous, ce qu'on travaille dans notre matériel législatif. Donc, ça a été vraiment très poussé. On est parti depuis de nombreuses années en réflexion, en observation aussi, grâce à vous, maître, à monsieur le procureur, avec vos retours du terrain, parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment de bien comprendre pour tous les étudiants qui sont ici que nous, on travaille en partenariat. En partenariat, surtout sur des sujets sensibles comme ça, avec des personnes fiables, reconnues, au niveau national et international. Donc beaucoup sont dans cette salle, notamment aussi Madame Grouvintila qui est intervenue tout à l'heure. Donc ces personnes fiables sur le sujet parce que expérimentées, parce que reconnues, nous ont aidés en fait à construire on va dire cette proposition de loi. Et ensuite, quand nous, on amène une loi au débat, eh bien, on organise des auditions. Donc, on continue en fait à mettre, si vous voulez, en exergue la loi qu'on a écrite avec toujours des professionnels, des associations, des personnes de la société civile. Parfois aussi, on a auditionné des victimes, pour vraiment savoir si, en fait, ce qu'on a écrit, ça colle à la réalité. Et après, nous, députés, on regarde encore avec une autre paire de lunettes ce qui a été écrit dans les articles de la proposition de loi. Et dans l'article qui est le dernier article de cette proposition de loi, l'article 3, eh bien, on s'est dit, il manque des choses par rapport à ce qu'on a compris. Nous, lorsqu'on a auditionné des experts, il manque, en fait, par exemple, le fait qu'il faut aussi qu'on amène aussi le civil comme le pénal, il faut qu'on amène aussi la prise en compte des enfants. Donc tout ça, c'était vraiment très important pour aboutir à de la finesse. Ensuite, quand une proposition de loi arrive en débat, eh bien, elle arrive dans la commission, donc commission des lois. Donc là, on a déjà des personnes averties, on discute, on débat. Et dans nos échanges, il y avait encore des choses à mûrir. On avait aussi besoin de réexpliquer ce qu'était le contrôle coercitif, parce que certains collègues en fait, ne s'intéressent pas spécialement, ce ne sont pas des experts en fait, de toutes les violences, de toutes les sciences sociales. Donc il a fallu aussi expliquer tout ça. Et c'est pour ça que quand la loi est arrivée dans l'hémicycle, eh bien, on s'est tous mis d'accord, parce que chacun a essayé d'améliorer de son côté pour faire des amendements. Et finalement, l'amendement que j'ai proposé, avec le soutien de mes collègues, correspondait mieux en tout point par rapport au retour qu'on avait de tous les experts. On s'est dit de toute façon, il ne va pas être parfait, mais c'est celui qui correspondait le mieux. Donc c'est pour cela, en fait, en grande sagesse qu'on l'a gardé, qu'on l'a voté à l'unanimité.
Alors, je vous remercie. Ariane l'a projeté derrière nous. Alors, où en est-on alors dans l'adoption de ce texte ? Donc, comme il a été voté à l'Assemblée nationale, maintenant il est donc au Sénat avec la fameuse navette. Et donc au Sénat, il y a donc 2 rapporteurs qui font le même travail que nous, c'est-à-dire vont auditionner tous les partenaires, les experts. On va continuer en fait nous à suivre ça d'un peu plus loin, mais eux vont le faire dans leur chambre. Et quand le texte sera discuté chez eux en commission et dans l'hémicycle du Sénat, il va revenir à l'Assemblée. En fait, on va se mettre en ordre de réunion. Ça s'appelle des commissions mixtes paritaires. On va regarder, en fait, avec à peu près, normalement, c'est 7 députés, 7 sénateurs. On regarde comment le texte a été amélioré au Sénat et on regarde si on est d'accord avec l'amélioration du texte. Donc en fait, on est work in progress à chaque fois. Donc je pense que plus on va avancer, eh bien, plus on va affiner. C'est ça qui est intéressant. Et peut-on dire que cette question du contrôle coercitif est transpartisane, qu'elle n'est ni de droite, qu'elle n'est ni de gauche, finalement qu'elle touche toutes les sensibilités politiques ? Alors oui, parce que comme on est sensibilisé, nous les députés, on représente vraiment le peuple, donc on est sensibilisé, on a dans nos permanences des personnes victimes, des personnes qui viennent nous alerter sur toutes ces problématiques. Donc finalement, on peut être que pour. Après, évidemment, il faut qu'on soit très juste parce qu'il faut éviter qu'on fasse des erreurs qui pourraient gêner, par exemple, les professionnels sur le terrain, qui dans les cours d'appel, qui à plein d'endroits, en fait, s'occupent de ce qu'on a voté et finalement utilisent cette matière législative. Et pour élaborer le texte, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées, principales hésitations ? Est-ce que c'est sur la définition ? Est-ce que c'est sur l'articulation avec des qualifications qui existent déjà ? Est-ce que vous avez hésité entre une infraction autonome, une circonstance aggravante ? Enfin, quelles sont les difficultés finalement ou les hésitations que vous avez pu avoir pour élaborer ce texte ? En fait, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation, il y a eu beaucoup de demandes de précision. Ça a été vraiment ça. Et on a toujours cherché l'équilibre. C'est pour ça que c'était intéressant de travailler l'amendement vers le pénal comme vers le civil. C'était pour ça que c'était intéressant d'intégrer aussi les enfants dans le concept du contrôle coercitif. Donc non, ça a été plutôt un besoin d'encore mieux comprendre et puis une certaine réalité parce que on a aussi besoin que partout, les personnes qui sont victimes de contrôle coercitif peuvent être mieux accueillies, par exemple dans les commissariats, mais aussi par les travailleurs sociaux, mais aussi par les juges, voyez, juges aux affaires familiales. Comme ça, ainsi, en fait, finalement, on acculture un peu mieux la société pour être certainement en capacité d'écoute, parce que c'est bien ça le problème. C'est que finalement, c'est aussi ce qui a été beaucoup discuté, c'est comment bien écouter ces personnes victimes et comment bien les accompagner, parce que en écoutant bien, eh bien, on a cette possibilité de bien comprendre tous les différents barreaux qui ont été très bien expliqués tout à l'heure de cette fameuse cage qui matérialise les infractions. Et pour ça, il faut du temps. Il faut des capacités d'écoute et c'est peut-être là finalement la plus grosse difficulté. D'accord. Et alors, vous avez rappelé le lien avec les enfants, finalement, de ce contrôle coercitif. On a dit tout à l'heure, Madame Dréan-Rivette l'a expliqué, que l'enfant peut être une arme par destination pour exercer ce contrôle sur la mère en particulier. Et est-ce que vous envisagez, voyons loin, dans quelques années, si ce texte est de droit positif, de faire un autre texte, mais cette fois-ci sur un contrôle coercitif sur les enfants et non plus sur le conjoint, le partenaire ou le concubin ? Ou est-ce que vraiment c'est limité au sein du couple, ou est-ce qu'on pourrait envisager qu'un parent exerce un contrôle coercitif sur l'enfant dans un second temps ? Est-ce que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour ? Alors, je pense que pour tout cela, il faut déjà y aller petit à petit. On ne peut pas tout faire d'un coup. Maintenant, on a aussi cette envie d'évaluer aussi l'impact après de la loi.
et de nous dire que peut-être il y aura des améliorations, peut-être ce sera sur le sujet effectivement des enfants, peut-être qu'on pourra aussi être étonné parce que nous, on a l'occasion de faire aussi du droit comparé. Par exemple, on fait parfois des délégations parlementaires dans d'autres pays. J'ai l'occasion, par exemple, d'aller avec l'ancienne ministre Isabelle Rome à Buenos Aires la semaine prochaine, où là, on va pouvoir aussi mesurer quels sont notamment les moyens, comment ils œuvrent dans la prévention de toutes ces violences. Ensuite, on va à New York, où voilà, on va pouvoir aussi comparer tout cela. Et puis, je crois qu'il faut toujours être en curiosité et se dire qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Il faut aussi être en capacité de s'évaluer. C'est pas toujours facile parce que on croit que s'évaluer, c'est juger, mais non, s'évaluer, c'est se permettre de progresser. Et alors merci d'être parmi nous dans votre tour du monde, finalement, de faire une étape à Paris-Panthéon-Assas. Et est-ce qu'il y a un modèle étranger qui a vraiment été une source d'inspiration dans vos travaux parlementaires? Vous avez dit, tel droit, finalement, on pourrait s'en inspirer. Oui, parce que ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est les impacts par rapport aux lois qui sont votées à l'étranger, en bonne comparaison, parce que un autre pays n'est pas toujours dans la même philosophie. Vous savez, la présomption d'innocence qu'on a ici, vous voyez, c'est pas toujours la même chose, c'est pas appréhendé de la même manière dans un autre pays. Enfin, il y a plein de notions françaises dont on peut être fier. Donc ça, il faut quand même faire des points de vigilance quand on compare. Néanmoins, ce qu'on a surtout regardé, c'était de se dire, mais quand ça marche pas, est-ce que certains pays se sont plantés? Et donc, il y a eu des choses très nettes qui ont dit que parfois, dans certains pays, je ne peux pas vous dire en détail lesquels, parce que c'est plutôt des pays anglo-saxons notamment, mais pas que, pays nordiques aussi. Ils ont parfois fait la loi trop vite. Et donc, parfois, l'impact a été très mauvais. Et ils sont revenus sur la loi. Donc, je trouve qu'on y est allé vraiment avec beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité aussi dans cet amendement, dans cette loi. Je crois qu'il faut garder cette méthode-là. Et puis, on compte aussi sur les retours après des professionnels. Et on va continuer à avancer et se dire que c'est un bon départ, c'est encourageant quand même. D'avoir été en capacité de nous dire que enfin, le travail, par exemple, de tous les chercheurs, Madame Grouvintila, de tous ceux qui l'accompagnent, le travail de mes collègues députés, le travail des avocats sur le terrain, le travail des procureurs, enfin, il est reconnu parce que, quelque part, énormément de magistrats, par exemple, ont pu nous dire... On savait, on comprenait, mais enfin, on le voit et c'est prouvé de manière, on va dire, scientifique, parce qu'il y a de la recherche pointue sur tout cela, et ça aussi, c'est très sécurisant. Merci beaucoup. On suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce texte, et merci de votre présence parmi nous ce soir, Madame la députée. À votre disposition, si vous voulez approfondir le sujet, bien évidemment, toujours à l'écoute. Les députés sont toujours à l'écoute. Merci. Je reste avec vous. Un acte manqué. Je suis très frustrée en partant, mais bon, je reviendrai si vous voulez. Merci beaucoup, Madame. T'as le chevalet ? Parfait. Merci de votre souplesse, Maître Barbe. Au revoir, Madame la députée. Bon voyage, alors, au pluriel. Maître Barbe, là je vais surtout faire appel à votre qualité de membre du Grévio.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Grevio, en fait, c'est un sigle. Ça veut dire groupe d'experts indépendants sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Et ce Grevio, eh bien, il a pour fonction d'observer et d'assurer la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Alors, la Convention d'Istanbul, on en parle un peu plus depuis quelques années. Donc, je dirais, c'est un traité international qui a le vent en poupe. Et pourquoi ? Parce que précisément, elle nous lie, nous la France, à l'échelle du Conseil de l'Europe, sur un certain nombre de questions qui touchent la lutte contre les VIF. Alors, à propos de la Convention d'Istanbul, moi je l'ai un peu lu. Je n'ai pas vu le mot contrôle coercitif, mais peut-être pouvez-vous m'expliquer, ou alors il est en filigrane, je ne sais pas. Alors, rebonsoir à tous. Je suis allé vérifier ce matin, j'ai eu mon DEA de droit privé général ici, en 1993, et c'est avec beaucoup d'émotion que, d'une certaine manière, on boucle la boucle. Bon, alors, le Grevio, auquel j'appartiens, est un groupe de 15 experts qui a pour vocation de monitorer la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est un traité de 2011, ratifié par la France en 2014, qui est un traité attaché au Conseil de l'Europe. Et c'est un traité qui a eu la bonne idée en son sein d'imaginer un organisme de monitoring. C'est-à-dire que les rédacteurs de ce traité se sont dit « c'est formidable de faire un joli traité sur la défense, sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques, mais si on ne vérifie pas en permanence dans tous les pays qui doivent appliquer le traité qu'il est bel et bien appliqué, ça ne marchera pas. » Et donc, l'organisme de monitoring, le Grevio, a cette vocation, notamment, d'aller vérifier dans les différents pays adhérents ou qui ont ratifié, plutôt pour être un peu plus juridique, qui ont ratifié cette convention internationale, de vérifier comment s'applique cette convention internationale. La convention d'Istanbul contient un article 33, qui est un article sur la violence psychologique. Et c'est sur le fondement de cet article 33 qu'on peut retrouver les mécanismes du contrôle coercitif, puisque l'article 33 évoque « les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l'intégrité psychologique d'une personne par la contrainte ou les menaces. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les rapports que nous rédigeons à l'issue de nos visites dans les différents pays, nous vérifions l'application de la Convention d'Istanbul et nous vérifions qu'il y a un mécanisme qui soit relatif au contrôle coercitif. C'est-à-dire que nous, organes de monitoring, on ne se contente pas d'une application idiote de la Convention d'Istanbul, on regarde si c'est effectif. Et pour que ce soit effectif, il faut que le contrôle coercitif soit quelque part, pas forcément dans la législation, mais quelque part pour que ce soit un mécanisme, un outil qui permette de réprimer un certain nombre, de réprimer, pas que de réprimer, de protéger ou de réprimer les femmes victimes de violences. Puisque vous l'avez compris, la Convention d'Istanbul est une convention genrée, et très peu de pays ont des lois genrées pour protéger les femmes, l'essentiel étant l'Espagne qui n'a pas de contrôle coercitif dans sa législation et qui pourtant a organisé une lutte contre les violences faites aux femmes qui a 20 ans d'avance sur tous les autres pays de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. Et donc, vous avez, nous, de notre côté, la vérification de l'effectivité d'un outil. Et ça nous interroge sur la nécessité d'intégrer le contrôle coercitif dans la loi, puisqu'on a vu qu'à la Cour d'appel de Poitiers, par exemple, comme nous l'a rappelé le procureur général tout à l'heure, la nécessité d'un texte répressif n'était pas obligatoire et qu'on pouvait, pour qualifier, se contenter d'une définition juridique communément admise. Et donc ça, c'est intéressant puisque
Les rapports du Grevio sont toujours transmis à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme fonde sa jurisprudence en fonction de la situation de l'État au moment où elle prend sa jurisprudence. Et il y a dans la jurisprudence, je crois que je réponds déjà à votre deuxième question, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt Tunikova contre Russie du 14 décembre 2021, qui n'est pas le premier arrêt dans lequel on parle de contrôle coercitif, mais qui est le 4e, puisqu'il y a déjà des décisions de 2019 et 2 en 2020, qui évoquaient le contrôle coercitif, mais j'allais dire, Tunikova est un peu plus qualifiant, et c'est la véritable décision qui s'appuie sur le contrôle coercitif. Et vous avez en même temps, donc la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans sa jurisprudence, vise le contrôle coercitif, qui, dans sa jurisprudence, qualifie les violences domestiques comme étant des violences de genre, dans une jurisprudence qui a été réitérée un certain nombre de fois en 2023 sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment sur les articles 2, 3, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Oui. Vous avez dans le même temps une résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021. Ça, c'est pas du droit positif, c'est simplement une résolution. C'est une discussion autour de ce que le Parlement essaye de dire au niveau de l'Union européenne. Et une directive 2024-385 qui a déjà été rappelée du Parlement et du Conseil, et donc là qui est du droit positif européen, qui dans ces articles ou numéros en tout cas, ou paragraphes 11 et 32, fait référence au contrôle coercitif. Et cette directive du Parlement et du Conseil de juillet, je parle de mémoire, de juillet 2024, de juillet 2024, évoque le contrôle coercitif en demandant aux différents États qui font partie de l'Union européenne que ceux-ci, dans un délai de 5 ans, intègrent tout ce qui est dans la directive dans leur droit positif. Et pour terminer la boucle sur la puissance du droit européen par rapport à ce qu'on essaye de faire à ce moment-là, l'Union européenne a décidé en 2023 d'adhérer à la Convention d'Istanbul. C'est-à-dire que l'Union européenne, au lieu de faire son propre traité en qualité d'organisation internationale, a décidé d'adhérer au traité d'une autre organisation internationale et se l'est immédiatement appliqué, c'est-à-dire que immédiatement, la Cour de justice de l'Union européenne, donc deuxième Cour supranationale, a pris dès 2024 3 décisions extrêmement importantes dans lesquelles elle a jugé que les femmes en tant que telles étaient un groupe social qui pouvait être non protégé par les lois, et que dans ce qui ressort uniquement de l'Union européenne, il fallait faire application d'un certain nombre de dispositions pour protéger les femmes, ou notamment dans le droit d'asile. Il y a une décision importante de 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit par exemple les femmes afghanes en tant que telles est une population qui subit une répression féroce, et donc elles ont accès au droit d'asile européen. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a tout un mouvement européen et notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'impose pas nécessairement d'inclure dans la législation de chaque État, et c'est pas ce que demande la Convention d'Istanbul, d'intégrer le contrôle coercitif comme étant une loi, d'intégrer le contrôle coercitif comme étant uniquement une notion répressive, puisque ça doit aussi être une notion de protection, notamment pour l'ordonnance de protection, mais aussi aujourd'hui, en droit des contrats, il y a un certain nombre de jurisprudences de tribunaux de première instance qui ont considéré que la femme qui s'était portée caution d'un emprunt dans lequel elle n'avait rien à voir avec un mari violent, eh bien, ce contrat pouvait être annulé pour sa partie à elle, ou bien dans la définition de la faute
dans le divorce, le contrôle coercitif peut être un apport. Et donc, je ne suis pas certain pour ma part, et on n'a pas encore ouvert ce débat manifestement, je ne suis pas certain pour ma part que légiférer soit nécessairement une solution pour que le contrôle coercitif soit appliqué dans les juridictions, puisque la pratique démontre le contraire, et que aujourd'hui on souffre un peu d'une accumulation législative qui permet à chacun, au cours d'une vie politique qui est assez mouvementée actuellement, d'essayer de laisser une trace législative, alors que, plus sérieusement, on aurait besoin de se mettre tous autour d'une table pour essayer de réfléchir à une loi cadre qui règle toutes les difficultés, puisqu'on n'arrive pas à les régler en ce moment, à une loi cadre dans laquelle, par exemple, on se repose, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le procureur général, la question de l'ITT, qui est un scandale absolu, parce que vous avez une femme qui a souffert de contrôle coercitif pendant 5 ans, 6 ans, et le médecin légiste va dire que ça vaut 6 jours, 2 jours, 0 de temps en temps. Et donc, vous avez une difficulté, si on légifère au pénal, de savoir ce que cette notion va être au civil. Et je ne suis pas certain que cette envolée législative soit une réponse appropriée, adéquate, qui soit la réponse à tout, avec une définition dans laquelle vous êtes juriste, avec une définition dans laquelle on va se poser la question de savoir si on englobe toutes les manifestations du contrôle coercitif, mais ça vous y répondrez après. Voilà. Ensuite, et pour finir, et je crois que j'en aurai terminé, vous m'aviez interrogé sur les droits étrangers. Est-ce que c'est déjà dans la législation d'un certain nombre de pays ? Oui, en Angleterre depuis 2015, mais ça a été reformulé en 2021 dans le Domestic Abuse Act. C'est dans la législation d'un certain nombre d'États américains, mais très peu, en réalité Hawaï, le Connecticut, la Californie. Au Canada, c'est en discussion depuis très longtemps et il n'y arrive pas. C'est assez bien légiféré en Irlande et en Écosse et dans quelques États d'Australie. Ce qui vous montre que c'est quand même une notion de droit anglo-saxon plutôt que de droit romain aujourd'hui. Et la pratique montre dans les visites que le Grevio réalise dans ces États-là que ce n'est pas parce qu'il y a une législation sur le contrôle coercitif que pour autant il y a beaucoup plus de poursuites. Ça n'est pas la réalité, ça n'est pas le cas. Et les professionnels sur place disent que la rédaction du texte sur cette notion de contrôle coercitif est tellement difficile et doit être tellement fine qu'on a du mal à trouver la bonne solution. Et donc, c'est pour ça que la Convention d'Istanbul, en tout cas, ne donne pas d'indication. Elle demande juste à ce que ce soit réprimé comme étant une violence faite aux femmes, violence de genre, évidemment, comme toutes les violences domestiques, quasiment. Voilà. Merci Maître Barbe, vous nous avez montré que c'était une notion passionnante non seulement criminologiquement, mais aussi au-delà de nos frontières. Et on a bien compris que grâce à ce parapluie européen et international, l'obligation de légiférer s'entend beaucoup moins. Merci beaucoup pour ces propos éclairants. Merci. Madame Muller. Alors, faut-il ou non légiférer sur le contrôle coercitif ? C'est la question de savoir comment traduire juridiquement le contrôle coercitif. Alors, on a entendu l'avis de Maître Barbe, et donc nous sommes ravis de vous accueillir, chers collègues, Madame le professeur Yvonne Muller, pour justement nous interroger sur cette traduction juridique, peut-être législative, du contrôle coercitif. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir, parce qu'il y a beaucoup écrit sur ces questions, à l'AJ pénal, des billets également au Club des juristes, un TikTok au Club des juristes. Donc vous êtes très moderne, je suis admirative. Et vous êtes également membre du collège thématique de la Cour de cassation. Vous travaillez dans le cadre d'un groupe de réflexion, c'est ça, sur le contrôle coercitif avec des magistrats, justement pour mieux appréhender la question. Donc merci beaucoup de votre présence pour clore cette discussion sur des questions très techniques, mais on a un public d'avertis face à nous. Alors, vous avez un micro qui est juste là. Voilà. Alors, donc, première question, pour vous, quels seraient les critères du contrôle coercitif ?
Alors d'abord, merci beaucoup de m'avoir conviée. Je suis absolument ravie de prendre la parole. Ce n'est pas facile de le faire après tout ce qui a été dit. Et Maître Barbe, merci pour le relais bien brûlant pour intervenir. Alors, les critères, évidemment, essayer de vous donner des critères, ça veut dire se placer du côté de la définition, hein, nécessairement. Et on a vu, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais la proposition de loi, lorsqu'elle a été déposée, donnait une certaine définition. La proposition adoptée fin janvier en donne une autre, et c'est normal, hein, ça a été dit, c'est le travail législatif tout à fait normal. Mais tout ça pour vous dire que je vais vous donner les critères, c'est-à-dire peut-être ceux dont je suis convaincue. Alors, sur la base du remarquable travail fait par la Cour d'appel de Poitiers, évidemment, mais vous vous doutez bien que compte tenu de tout ce qui a été dit, ces critères sont peut-être appelés à évoluer, mais ça paraît un petit peu normal. Alors cela étant, je me lance quand même en vous proposant 4 critères qui, voilà, en toute prudence, pour moi, peuvent constituer aujourd'hui le contrôle coercitif. Le premier critère, c'est l'existence entre l'auteur et la victime du lien conjugal actuel ou passé. Et la notion de lien conjugal, vous devez l'entendre au sens large, c'est-à-dire comme le lien issu du mariage, du pacte ou du concubinage. Mais l'existence de ce lien conjugal, donc actuel ou passé, pour moi est très importante parce qu'elle va peut-être aussi éviter que la notion n'aille se balader un petit peu trop loin. Elle n'a pas non plus cette notion vocation à aller partout. Enfin, je pense qu'il faut faire attention. Je sais que quelqu'un, peut-être pas d'accord, mais en droit du travail avait posé la question si ça pouvait être dans le droit du travail. Enfin, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On a déjà le harcèlement moral qui dit bien les choses en droit du travail. Bon, bref, ce critère, existence d'un lien conjugal actuel ou passé. Deuxième critère, et ça a été dit plusieurs fois, mais pour moi il est absolument fondamental et ne doit pas être oublié dans une définition, c'est évidemment la mise en place par l'auteur d'un schéma global de contrôle. Enfin, c'est vraiment fondamental, c'est la mise en place par l'auteur d'un schéma global de contrôle. Dans les arrêts de la Cour d'appel de Poitiers, vous l'avez répété sous différentes formes, mais c'est répété à chaque fois. Et ce schéma global de contrôle, si vous voulez, va prendre la forme d'actes répétés ou continus, réalisés au quotidien par l'auteur sur la victime. Mais vous ne pouvez pas dissocier, si vous voulez, le constat du répertoire d'actes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi répertoire ? Mais parce que précisément ces actes forment un schéma global. Ils répondent au même schéma de domination, d'assujettissement de la victime. Et ça, ça me paraît vraiment important. Troisième critère, c'est l'état de peur ou de contrainte de la victime. Cet état permet de comprendre pourquoi la victime reste enfermée dans le schéma de domination qui est imposé par l'auteur conjoint. Par l'auteur conjoint. Autrement dit, si vous voulez, non seulement le conjoint exerce ce schéma global de contrôle au travers d'une multitude d'actes au quotidien, mais le conjoint qui les subit vit dans un état de peur. Dans l'un des arrêts, vous parlez d'un état de terreur. Donc il y a peur, il y a contrainte, et c'est ce pourquoi nous sommes dans la violence. Parce qu'après tout, chacun, sinon, est libre de vivre comme il le souhaite. Et le quatrième et dernier critère, c'est l'atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Isabelle Dréan-Rivette l'a mentionné plusieurs fois en parlant de changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, en fait, c'est dire que nous prenons les violences au travers de l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Mais si vous voulez, ça apparaît comme un changement de paradigme et ça vient à la fin. Et donc finalement, est-ce que si demain le contrôle coercitif était consacré dans la loi, est-ce que ça devrait être une infraction formelle ou vraiment on se fonde sur le comportement de l'auteur, sur ce schéma, cette intention unique, ou une infraction matérielle? Mais alors quel serait le résultat de l'infraction? Parce qu'on l'a vu, l'ITT n'est pas du tout adapté, cela a été dit, parce que voilà, on va avoir une grande souffrance de la victime qui ne se traduit pas par une ITT. Et donc voilà, infraction formelle ou infraction matérielle pour vous? Bon, là, alors, en faire une infraction, une infraction formelle ou infraction de comportement, vous le savez tous, j'imagine ici, ça permettrait d'incriminer le contrôle coercitif sans se préoccuper du résultat qu'il a produit sur la victime. Alors évidemment, si on opte pour une infraction formelle, ça permet de caractériser l'infraction de manière plus simple, puisque cela va porter sur les actes de l'auteur. Et puis ça veut dire aussi qu'on se placerait vraiment en amont, puisqu'on n'aurait pas besoin d'attendre un résultat, ou en tout cas un résultat évaluable sur
la personne de la victime. Alors pour autant, moi c'est pas du tout ma position, mais voilà, je pense qu'on est dans une période de grand débat et il sera très intéressant d'écouter l'avis contraire. Pour autant, donc il me semble que pour une question de sécurité juridique, il faut vraiment rester sur une infraction matérielle. Il est nécessaire de faire le lien entre le dommage subi par la victime et les actes réalisés par l'auteur, comme cela est d'ailleurs déjà le cas pour le harcèlement conjugal et pour les violences psychologiques, et ça n'est pas pour rien. Et puis, les faits de contrôle coercitif peuvent être de nature et de gravité variable. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je vais je prendrai 2 minutes pour le dire parce que c'est important. Ils peuvent être donc de nature et de gravité variable, et donc ça permettrait d'adapter la peine à la gravité du dommage, comme on a en matière de violence. Et quand tout à l'heure je vous ai dit voilà, qu'il y avait ce schéma global de contrôle avec une multitude d'actes de l'auteur, là c'est un point extrêmement important. Quels sont ces actes? Eh bien ça peut être des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences économiques, des violences administratives, et ça c'est une des particularités en fait du contrôle coercitif, c'est ce caractère englobant. Alors, on a saisi la matérialité du comportement, et qu'en est-il de l'élément moral? Naturellement, ce serait une infraction qui serait intentionnelle, mais est-ce qu'il faudrait en plus exiger un dol spécial? Est-ce qu'il faudrait exiger chez l'auteur une volonté d'asservissement du conjoint, d'isolement, de faire naître une crainte? Est-ce qu'il faudrait un dol spécial, selon vous? Alors, je vais essayer de rester cohérente avec mes propos, parce qu'il me semble que si on exige une intention particulière, bon, si je vous comprends bien, hein, sauf erreur, c'est-à-dire qu'on irait au-delà du dol général, et qu'on exigerait un dol spécial. Alors, pour ma part, moi, je suis convaincue qu'il faut exiger une intention particulière, et il faut cette intention particulière de l'auteur de contrôler tout ou partie de la vie privée et ou sociale de la victime. Donc, vraiment, cette intention spéciale de contrôler tout ou partie de la vie privée et ou sociale de la victime. Donc ce serait un dol spécial, et finalement ça correspond à cette volonté particulière dont j'ai parlé dans le schéma global de contrôle. Enfin, je veux dire, ça se parle, hein, et on pourrait déduire, enfin vous connaissez ça, hein, l'intention déduite de la matérialité, enfin quand ça circule, et donc ce dol spécial, eh bien, fait précisément écho au schéma global mis en place, et ça passe donc précisément par cette volonté d'assujettir la victime au travers des actes du quotidien qui seraient dédiés à l'assujettissement de la victime. Et c'est cette intention particulière qui permet de relier les différents actes, les différents faits, les uns aux autres, en fait. Alors, on pourrait nous opposer que exiger un dol spécial, c'est restreindre le champ du délit, mais après tout, vous y êtes bien allé, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en disant on n'a pas besoin d'incrimination. Et bon, en tout cas, je pense que le débat mérite d'être ouvert, hein, ça c'est absolument évident. Mais là, la question de dire on ne fait pas d'incrimination pour... l'idée, si vous voulez, c'est pas d'avoir une espèce d'incrimination fourre-tout, très globale, qu'on pourrait avoir dès que ça ne va pas. En fait, il faut quand même être sur des critères précis. Et je pense que l'intentionnalité spécifique est un élément important. Voilà, ça n'engage que moi. Oui, mais nécessairement, parce que si on fait un texte pour après avoir une censure au Conseil constitutionnel, c'est sûr que le message envoyé serait assez regrettable. Alors, certains, on a entendu Maître Barre, sont assez hostiles à l'incrimination dans la loi, hein, du contrôle coercitif. Alors peut-être parce qu'on a déjà un maillage pénal qui est assez étroit pour saisir beaucoup de comportements, et je pense que la consécration possible du contrôle coercitif pose la question de son articulation avec des infractions qui existent déjà. Vous l'avez dit par exemple tout à l'heure, vous avez dit le harcèlement au travail, on l'a déjà, donc pas de contrôle coercitif au travail, ce serait réservé à la sphère familiale. Mais on a aussi le harcèlement conjugal. Donc, est-ce que vraiment il y a une place, un trou, un vide pour ce contrôle coercitif dans la loi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une redondance avec des infractions telles que le harcèlement conjugal ou éventuellement les violences, des infractions qui existent déjà en droit positif? Alors, je vais évidemment vous répondre. À propos du droit du travail, juste une parenthèse. Quand j'écarte le contrôle coercitif, c'est dans le rapport employeur-employé. Évidemment, après, le conjoint pourrait exercer des actes de contrôle coercitif sur le lieu du travail. Voilà, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, oui, la question que vous posez, ça revient très très souvent, et notamment les personnes qui sont contre l'incrimination disent, d'ailleurs même des magistrats, hein, on a eu l'occasion d'intervenir devant
les magistrats. Et moi, je me souviens que plusieurs m'ont dit, écoutez, bon, on en a marre, on a assez d'infractions, on a assez d'incriminations, pourquoi vous voulez encore... Non, mais c'est vrai, ils l'ont dit comme ça, en fait. Pourquoi vous voulez encore ajouter quelque chose? Et je pense qu'il faut écouter. Hein, sont aussi des professionnels voilà, qui connaissent bien les sujets. Alors, ce qui est vrai, c'est que les notions sont proches. Ça, c'est absolument certain. C'est-à-dire que le contrôle coercitif, par exemple, est proche des violences psychologiques ou proche du harcèlement conjugal, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça englobe aussi, ça peut englober des violences physiques ou sexuelles. Je voudrais juste vous donner un exemple avec l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mai 2024, parce qu'il montre bien la proximité entre le contrôle coercitif, par exemple, hein, et la violence psychologique. Le prévenu est condamné pour violence psychologique répétée. Enfin, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est assez intéressant quand même. Violence psychologique répétée à l'encontre de son ex-concubine pour l'avoir, entre autres, menacée et surveillée sans la laisser libre de ses mouvements. Donc là, on a un petit peu l'impression quand même qu'on est dans du contrôle coercitif. Alors, pour autant, et sans entrer dans le détail de chaque incrimination, l'infraction de contrôle coercitif ne serait pas redondante parce qu'en réalité, elle vise à englober tout ou partie de ces qualifications à la condition, et j'y reviens, à la condition qu'elles répondent à un schéma unique de contrôle et ou de domination mis en place par l'auteur. Je ne sais pas si ça répond clairement, mais vous pouvez, par exemple, si vous avez des faits de harcèlement, si vous avez des faits de violence physique, eh bien, ces qualifications, et on connaît ça, hein, les qualifications englobantes, seraient englobées dans la qualification plus large de contrôle coercitif. Alors, pourriez me dire, on connaît très bien les concours de qualification, c'est peut-être pas, on va pas créer une infraction à chaque fois qu'on a un concours de qualification. C'est pas du tout ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est qu'en réalité, ici, ça permet de révéler quelque chose qui ne serait pas révélé si nous n'avions pas l'incrimination. Ce qui va être révélé, c'est la mise en place d'un schéma de contrôle, de domination qui assujettit la victime. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et par ailleurs, ça permettrait aussi d'englober des faits qui aujourd'hui ne le sont pas, à ma connaissance, ou en tout cas difficilement, qui sont les faits de violence économique et de violence administrative. Alors, violence économique peut-être par le biais des violences psychologiques, mais c'est quand même encore un peu difficile. Et si vous voulez, pour répondre en une phrase, hein, c'est que le champ de ce qui pourrait être le délit de contrôle coercitif serait donc nécessairement plus large que celui des infractions déjà existantes. Vous montrez du coup la gravité de la situation par la mise en place de ce schéma de contrôle, et et ça a été vu d'ailleurs dans les arrêts de la Cour d'appel de Poitiers, il y a des conséquences sur le montant de la sanction prononcée, et puis des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale. Dans au moins deux décisions de la Cour d'appel de Poitiers, ça a été radical. Hein. En tout cas, à n'en point douter, si le contrôle coercitif devait être consacré, je pense qu'il pourrait nourrir nos cas pratiques de droit pénal sur les concours de qualification. Donc, on va se régaler. Je pense. Voilà, l'arrêt du 15 décembre 2021 a de beaux jours devant lui. Alors, s'il fallait consacrer le contrôle coercitif, sous quelle forme? Incrimination autonome ou circonstance aggravante? On pourrait l'envisager sous la forme d'une circonstance aggravante? Alors, je vais être très franche. J'ai hésité, c'est-à-dire qu'avant de me lancer, de commenter en défendant l'incrimination, mais je crois d'ailleurs que c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que j'ai hésité, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais finalement, une circonstance aggravante, de prime abord, ça paraît un petit peu plus raisonnable. C'est plus simple à faire, c'est plus raisonnable, plus simple à faire, c'est-à-dire à mettre dans le code pénal, vous l'avez compris. Et puis, la circonstance aggravante, elle a cet avantage qu'elle permet à la fois de tenir compte d'un élément, d'une situation qui est plus grave que l'infraction sans la circonstance aggravante. Et en même temps, on ne se lance pas dans ce travail très, très délicat, et ça a été dit par tout le monde tout à l'heure, dans ce travail très délicat de rédaction du texte. Alors, pour autant, là, moi, je me dis qu'on risque quand même de brouiller les frontières entre l'élément constitutif de l'infraction et la circonstance aggravante. Parce que l'existence de la circonstance aggravante va être appréciée au moment de la qualification des faits. Or, certains des faits que vous allez retenir au titre de la circonstance aggravante peuvent être aussi retenus au titre des éléments constitutifs de l'infraction.
Si vous prenez le harcèlement conjugal, la répétition d'actes ayant altéré la santé de la victime, c'est à la fois constitution du harcèlement et c'est à la fois élément constitutif du contrôle de la circonstance aggravante que serait le contrôle coercitif. Vous m'avez suivi? Oui. Et donc on connaît ça, on le connaît dans la bande organisée et l'association de malfaiteurs. Hein, ça s'est posé exactement dans les mêmes termes. Donc là, on ouvre un peu la boîte de Pandore du concours de qualification avec ni bis ni idem, c'est-à-dire est-ce que les mêmes faits peuvent à la fois participer comme élément constitutif de l'infraction principale et être aussi l'élément de la circonstance aggravante de cette même infraction. J'en reste là, mais c'est pour vous dire que c'est pas simple. Voilà. Et alors, dernière question, le droit positif connaît déjà l'emprise. Et on a vu que les plus grands spécialistes du magazine Elle commettent la confusion entre l'emprise et le contrôle coercitif. Et donc ma question est la suivante, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu davantage exploiter l'emprise, ou est-ce que vraiment il y a une distinction, une différence substantielle, essentielle pour vous, entre emprise et contrôle coercitif ? Alors là, j'ai été déstabilisée par le magazine Elle. Hein. Non, écoutez, la différence, elle est très très claire. Pour moi, non seulement ce ne sont pas les mêmes notions, puis elles ne sont pas interchangeables, hein, surtout. Enfin, faut être très prudent. L'emprise, elle a certes été consacrée par une loi de 2020. Elle est consacrée dans le code pénal et dans le code civil, ça on le sait bien. Bon, d'abord, elle n'est pas définie par la loi et c'était volontaire parce que dans les travaux préparatoires, il est clairement dit que la notion ne sera pas définie. Voilà, c'est clairement dit, on laisse ce concept psychologique non défini. Et c'est un concept psychologique qui va permettre d'apprécier l'état de la victime. Alors concrètement, au pénal, c'est au médecin d'apprécier s'il y a emprise ou pas, et au civil, c'est au juge d'apprécier l'état d'emprise de la victime et chacun dans le cadre de la décision qu'ils doivent prendre. Donc si vous voyez, d'un côté c'est le médecin, de l'autre c'est le juge, chacun va apprécier est-ce que la personne que j'ai en face de moi, oui ou non, est dans un état d'emprise. Donc l'état d'emprise, ça on le sait bien, c'est évidemment pas une infraction pénale, ça reste un concept psychologique non défini parce que dans les travaux préparatoires, ils ont dit, bien écoutez, le juge ou alors le médecin le feront, ils le définiront au cas par cas en fonction de la décision de la prendre. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le contrôle coercitif. C'est-à-dire le contrôle coercitif, pour l'instant, ça a vocation à devenir une infraction pénale avec des éléments matériels et intentionnels strictement définis par la loi, parce que nous sommes en droit pénal et qu'il y a quand même un principe de constitutionnalité. On se place du côté de l'auteur pour regarder les actes qu'il a réalisés. Donc là, on est sur de l'objectif. Hein. Vous appréciez les actes, vous les qualifiez. Et on regarde si les actes tels que qualifiés répondent ou non à la définition d'un contrôle coercitif. Ce qui n'a rien à voir avec l'état psychologique dans lequel se trouve la victime. Alors après, vous allez me dire, oui, mais la victime d'un contrôle coercitif, elle est dans un état d'emprise. Ben oui, bien sûr. Mais preuve que les notions ne sont pas interchangeables. C'était très clair, ce qui est une prouesse sur ces questions très techniques. Donc merci beaucoup pour votre intervention, chers collègues. Merci. Et il nous reste 5 bonnes minutes, s'il y a des questions dans l'assistance. Peut-être que vous pouvez passer les micros. N'hésitez pas s'il y a des interrogations. Même, nos collègues civilistes sont aussi bien sûr bienvenus à poser des questions. Oui, bonjour. Merci à toutes et à tous pour vos interventions très enrichissantes. J'avais une question par rapport à ce contrôle coercitif et par rapport à cette dimension genrée ou non, parce que en l'occurrence, il y a eu des propos qui laissaient entendre que c'était inscrit dans un schéma plutôt de violence de genre, mais d'un autre côté que c'était un processus non genré, par rapport notamment aux enfants. Et donc je voulais avoir un peu plus de précision par rapport à ces éléments. Alors, je vais pas monopoliser la parole parce que je suis là, donc je vais essayer de faire bref. Mais là, je pense qu'il faut être très clair. Vous savez comme moi, le droit pénal ne peut pas être genré. Donc, quand bien même vous avez parfois des intitulés de loi, je pense à la loi de 2006, etc., qui parlent des violences faites aux femmes, etc., systématiquement, le texte pénal, lui, ne fait pas de différence et ne peut pas les faire.
et ne le fera pas. Ça, c'est le premier point. Donc, textuellement, ça ne peut pas être le cas. Après, c'est dans l'intitulé de la loi parce qu'on veut marquer le mouvement et puis on veut sans doute rappeler aussi les statistiques, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, de toutes les façons, et ça s'est déjà vu là dans certaines décisions, il y a des couples homosexuels qui sont en conflit pour violence et dans lesquels le conjoint victime fait état de contrôle coercitif. Voilà, donc je pense qu'on a la réponse. Écoutez notre collègue Aurélie Capello. Bonsoir, merci à tous effectivement pour cette belle conférence sur un sujet néanmoins très sensible. Alors moi je suis un peu étonnée parce que j'ai cru comprendre dès la première table ronde que ce phénomène de contrôle coercitif existait au sein du couple, mais aussi à l'égard des enfants. Et j'ai l'impression que les enfants sont un peu au second plan dans toutes les discussions qu'on a eues. Et je suis très étonnée qu'ils ne soient pas au premier plan, en réalité. Alors, je le voyais à la fois dans la proposition de loi, mais même dans les critères que vous avez donnés. Est-ce que j'ai mal compris les statistiques, c'est-à-dire qu'en réalité, le contrôle coercitif existe moins sur les enfants, ou est-ce que c'est plus compliqué de s'interroger sur le contrôle coercitif envers les enfants? Bref, pourquoi il est un peu mis au second plan? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, juste quelques éléments de réponse. Encore une fois, il faut une loi cadre et éventuellement une juridiction spécialisée et éventuellement une juridiction qui traite tous les problèmes familiaux en même temps. Et c'est toute la difficulté du législateur aujourd'hui, c'est-à-dire que là, il veut légiférer sur le contrôle coercitif, mais avant, on a fait les pôles vifs parce qu'on n'avait pas la volonté politique de créer des juridictions spécialisées. Et donc, on traite le problème des enfants chez le juge des enfants, on traite le reste du problème de la famille chez le juge aux affaires familiales. Et ça, c'est une difficulté. Il y a une proposition de loi qui est une ordonnance de protection des enfants. Alors, la jurisprudence de la Cour de cassation a un peu évolué en 2024, puisque l'enfant peut être co-victime et donc protégé dans le cadre de l'ordonnance de protection, mais uniquement si le parent est lui-même victime de violence. L'enfant, de manière autonome, ne peut pas aller solliciter une ordonnance de protection, ne peut pas être bénéficiaire d'une ordonnance de protection. Mais là-dessus, il y a des éléments de difficulté. Et la loi Santiago a aussi essayé de faire évoluer les choses. La loi de Santiago, donc 2024. 2024. La loi Santiago sur l'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale, avec une répartition entre les juges qui n'est pas toujours extrêmement compréhensible, tant et si bien que le pouvoir, que la chancellerie a pris non pas une directive, mais pour expliquer la loi Santiago, tellement une circulaire, pardon, pour expliquer la loi Santiago, tellement les professionnels avaient du mal à comprendre de chez qui on devait demander quoi exactement. Voilà ce que certains demandent. Oui, juste pour rappeler que quand même, là on parle des violences intrafamiliales et effectivement, et j'ai tout à l'heure fait exprès d'évoquer les violences faites aux femmes parce que nous avons, repris quand même notre réflexion dans un cadre global et d'ailleurs les chiffres des violences en parlent, dans un cadre global de patriarcat. Donc il faut aussi revenir aux fondamentaux systémiques. Donc il y a ça. Il y a effectivement, comme vient de le dire Maître Barbe, toute cette évolution législative qui petit à petit incorpore finalement les enfants dans la réflexion et dans le traitement plus en plus global d'une situation familiale. Pendant longtemps, c'est pareil, les juges, on a travaillé avec l'idée mauvais mari, bon père.
c'est le film Jusqu'à la garde, hein, où vous voyez une Jaffe complètement paumée et qui finit par prendre une mauvaise décision parce qu'elle laisse un droit de visite au père qui en profite pour exercer effectivement du contrôle coercitif. On le voit très bien dans ce film si vous avez l'occasion de le voir. Donc il faut qu'on sorte de cette doxa aussi, hein. On vit et nous on travaille sur un certain nombre de critères, mais aussi des doxas, donc on essaye d'en sortir petit à petit. Et après, comme le disait aussi Maître Barbe, il faut qu'on arrive à évoluer, mais là, c'est vraiment une évolution très complète de notre système judiciaire et juridique vers des situations résolutives de problèmes, vers de la justice résolutive de problèmes. Alors, on a essayé de le faire à Poitiers, puisqu'on a essayé de mettre en place des audiences civiles et pénales en même temps. C'est-à-dire que les mêmes juges jugeaient le divorce et les violences au niveau de la cour d'appel. Sur très peu de dossiers, parce que ce n'est pas simple en question, là, processus et avec deux régimes différents, un régime de procédure civile, un régime de procédure pénale. Voilà. Mais on a réussi à faire 5 paires d'arrêts où on a traité en même temps par les mêmes juges, hein, la situation civile et pénale, ce qui a donné des décisions très cohérentes, notamment effectivement sur l'autorité parentale. Parce que ce qu'on constate maintenant, et ça fait aussi partie, vous avez évoqué, professeur, le contrôle coercitif administratif, on a aussi le contrôle coercitif judiciaire, avec une affaire de divorce qui va durer pendant 2 ans, et de multiples condamnations de convocation de madame et des renvois, etc., et qui vont entraîner encore ça. Et avec parfois au final des décisions contraires au pénal et au civil sur le sort des gamins. Donc l'idée c'était d'avoir cette réflexion-là aussi, et cette initiative juridictionnelle que nous avons testée à Poitiers, voilà, avec cette idée d'aller vers cette notion de justice résolutive de problèmes qui traite en même temps tous les problèmes. Merci, vous avez absolument raison et je pense que c'est peut-être quelque chose qui a été sur lequel il n'a pas été assez insisté ce soir, cette notion justement que j'évoquais de violence intrafamiliale au centre desquelles se trouvent les enfants, avec cette notion fondamentale, on reste juriste, hein, de l'intérêt de l'enfant. Et là, du côté de la Belgique, je serai la semaine prochaine au SMAJ, qui est alors le service, je ne sais plus, enfin c'est un lieu en Belgique qui d'ailleurs est tenu par une juriste parisienne, criminologue parisienne, Agathe Villot pour ne pas la nommer, qui est directrice d'un centre d'espace de rencontre et qui permet de voir à quel point la notion de l'intérêt de l'enfant doit être regardée aussi à la lumière du contrôle coercitif, parce que si, et quand je parlais d'acculturation, ça passe aussi par ces travailleurs sociaux qui font ces rapports d'expertise qui nous sont donnés à nous, magistrats, etc., parce que quand on le fait, si on fait un mélange entre on parle de conflit conjugal, les éducateurs peuvent parler de conflit conjugal en essayant d'évacuer la notion de violence intrafamiliale. Or, finalement, ils arrivent à l'inverse, c'est-à-dire en voulant dire ça, c'est les affaires des parents et pas de l'enfant. Et ben, c'est comme ça que l'enfant vient finalement au centre du système, alors qu'on veut l'en exclure, on le met au centre du système et il devient cette arme par destination. Et il y a ce autre élément aussi en termes d'intérêt de l'enfant qui est fondamental, me semble-t-il, c'est que l'intérêt de l'enfant est de pouvoir avoir une éducation par chacun de ses parents de la manière la plus équilibrée qui soit. Or, en fait, quand il y a un rapport qui est dominé-dominant, à chaque fois, ça va être, franchement, il y en a une qui va pas bien, qui tourne pas rond, etc. Et au lieu d'être soutenu dans ses capacités parentales, le parent qui fait l'objet d'un contrôle coercitif va être disqualifié dans ses fonctions parentales. Et donc là, ça touche directement l'enfant. Et donc, effectivement, l'enfant est au centre du système. Et si vous disiez, peut-être c'est un sujet transpartisan, apolitique, si on dépasse le côté genré, effectivement, je rejoins ce que vous disiez. D'ailleurs, c'était Evan Stark qui le disait lui-même. Et il l'a écrit d'ailleurs dans l'introduction de l'ouvrage d'Andrea Gruevintila. Ce n'est pas genré. Moi aussi, j'ai jugé des couples de même sexe, toujours d'hommes, j'ai jamais eu de femmes, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est un rapport de domination. Donc, c'est entre 2 adultes, point barre. Ouais. Et peut-être, juste pour compléter sur les enfants, tout à fait d'accord. Alors, peut-être, juste pour dire, c'est que
En fait, il y a un focus déjà sur la manière de le définir. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir de quoi on parle entre l'auteur et la victime. Et on a bien vu ce soir voilà, qu'il y avait matière encore à réflexion, à discussion. Mais la question des enfants est quand même, quand on regarde un petit peu tout ce qui se fait, vient quand même systématiquement, vient dans le propos. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Isabelle Dréan-Rivette, moi j'ai lu dans une décision, il y avait des visites médiatisées pour l'enfant. Et les personnes qui étaient là, qui donc sont présentes, etc., se sont rendues compte que le père obligeait son petit garçon à enlever ses lunettes qui étaient des lunettes de vue. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais il devait les enlever. Et puis, il lui avait interdit de se couper les cheveux. Et là, donc, les dames qui étaient là ont dit, bon, stop, quoi. Et donc, il y avait un contexte de contrôle coercitif sur la maman, mais du coup, il y avait un effet ici, puisqu'il était en train de faire la même chose sur l'enfant. Voilà. Mais ça a été constaté. Alors merci beaucoup, on pourrait débattre encore sur le contrôle coercitif toute la nuit, mais malheureusement il est temps de se quitter. Donc Carole et moi voulions à nouveau remercier les intervenants très chaleureusement pour ces débats extrêmement riches. Et remercier le public qui a été captif pendant toute la conférence. Donc merci encore et puis bonne soirée.